Bonsoir à tous. Nous allons pouvoir commencer ce conseil de quartier du quartier Citroën-Boucicaut. Alors, moi, je rappelle ma fonction, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Marion Parisa, donc je suis l'adjointe en charge du conseil de quartier. Je ne vais pas m'éterniser, je suis juste très contente de vous compter très nombreux autour de cette table, donc parmi les membres du conseil de quartier et également dans la salle. Comment ? Il y a des questions Non, tout va bien. Très nombreux aujourd'hui autour de cette table et très nombreux dans la salle. Je vous rappelle juste un peu les règles. Généralement, donc on a des présentations, un certain nombre de sujets qui vont être évoqués. Je vais laisser Amélie Kanagasabay vraiment faire la présentation en tant que présidente du conseil de quartier juste après. On va avoir des présentations donc sur un certain nombre de sujets et ensuite la parole vous sera accordée en priorité aux membres du conseil de quartier pour poser des questions et intervenir et ensuite à la salle selon les besoins. Et nous avons donc jusqu'à 21h pour ce conseil de quartier. À 21h, nous devons rendre les lieux. C'est les petits détails logistiques. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Amélie Kanagasabay. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Je me représente pour ceux qui n'étaient pas là à la première réunion du conseil de quartier. Donc, je m'appelle Amélie Kanagasabay. J'habite dans le quartier depuis bientôt 4 ans. Et j'ai la chance d'être présidente de ce conseil de quartier. Donc effectivement, à l'ordre du jour, on a 3 gros sujets. Le premier sur l'offre de santé dans le 15e arrondissement qui va être un peu élargi. Le deuxième sujet sur la gestion des déchets dans Paris, y compris alimentaires. Et le troisième qui concernera le canipark du parc André Citroën. Donc ce que je vous propose, c'est que les intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation feront leur présentation. Je laisserai la parole aux membres du conseil de quartier en premier pour les questions et dans un second temps pour la salle. Et j'essaierai de modérer au maximum qu'on puisse avoir le plus de questions possible pour éclairer les sujets. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Annelise Pollack et Amélie Lefort sur l'offre de santé dans le 15e arrondissement. Ça va ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Annelise Pollack, je suis la chef du bureau des partenariats pour l'offre de soins au sein de la direction de la santé publique de la ville de Paris. Et je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir d'avoir mis cette question de l'offre de soins à l'ordre du jour de votre conseil de quartier, parce que pour nous, techniciens de la ville de Paris, c'est toujours un plaisir de parler aussi aux premiers concernés, parce qui nous préoccupe au quotidien, c'est-à-dire effectivement une offre de soins qui s'effrite au fur et à mesure, et on va le voir dans quelques instants avec une pyramide des âges qui est très défavorable en termes de démographie médicale. Ce qu'on vous propose, peut-être slide suivante, c'est d'abord de vous expliquer un petit peu la stratégie que la ville de Paris a décidé de mettre en place dans un contexte qui est, comme je vous le disais à l'instant, en pleine mutation, peut-être en revenant très rapidement sur quelques chiffres clés de démographie médicale sur Paris et peut-être un focus plus particulier sur le 15e arrondissement. Peut-être vous détailler également la mise en place d'outils qu'on a développés au sein de la nouvelle direction de la santé publique pour favoriser les installations de professionnels de santé sur l'ensemble du territoire parisien. Un petit mot sur notre offre en régie aussi, et également un mot sur les questions d'offres de santé au sens plus large en prévention, promotion de la santé. J'ai bien compris qu'il y avait plein de sujets à l'ordre du jour. On va essayer d'être très rapide pour laisser vraiment place plus particulièrement aux questions qui, à mon avis, vont peut-être être nombreuses. Quelques mots de contexte. Donc, comme je vous le disais, on a créé à la ville de Paris une direction de la santé publique. Donc ça, c'est tout nouveau, puisque depuis le 1er avril 2022, il y a une véritable direction de la santé publique qui s'est créée à la ville. Et donc, on s'est doté
au sein de cette direction de la santé publique, d'un véritable bureau dédié à l'installation des professionnels de santé, dont j'ai la responsabilité et qu'on pilote avec Amélie Lefort ici. Il y a eu également un renfort budgétaire, vous pouvez imaginer, avec cette création. Et donc, c'était aussi pour répondre à un écosystème qui était en pleine mutation, avec des nouveaux modes d'exercice, avec l'essor des maisons de santé pluriprofessionnelles, donc de l'exercice regroupé. Donc, on n'est plus vraiment dans des installations dites plus traditionnelles avec un médecin généraliste qui s'installait seul dans un appartement et qui exerçait toute sa vie en médecin de famille. Maintenant, c'est vraiment de l'exercice plus pluriprofessionnel, exercice coordonné. Il y a des nouveaux métiers aussi qui apparaissent avec les auxiliaires médicaux, ce qu'on appelle les IPA aussi, donc des infirmières en pratique avancée, qui nécessitent aussi des locaux peut-être un peu plus grands, en tout cas d'autres types de locaux. Et on a aussi de nouveaux acteurs dans le champ de la santé, vous les connaissez peut-être, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Donc les CPTS, il y en a une dans chaque arrondissement, il y en a une dans le 15e arrondissement depuis quelques temps. Donc c'est aussi, ça pourrait être l'occasion un jour de les inviter pour évoquer l'ensemble des questions de santé. Donc les CPTS sont des groupements de l'ensemble des professionnels de santé libéraux d'un territoire. Voilà, donc peut-être un petit focus sur quelques données démographiques. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que Paris est bien mieux doté que le reste de la France métropolitaine en professionnels de santé. Néanmoins, on va remarquer que la pyramide des âges y est très clairement la plus défavorable sur Paris, avec une très inégale répartition par âge des médecins généralistes et alors encore plus des spécialistes. Donc c'est vrai qu'on a un nombre de départs en retraite annoncé qui est très critique. On en a eu plus de 740 départs en retraite en 2023. La part des 70%, des médecins de plus de 70% est nettement supérieure à la moyenne nationale. Et on a 37% des médecins généralistes parisiens qui ont plus de 65 ans. Donc chez les spécialistes, c'est même pire, puisque 41% des spécialistes parisiens ont plus de 65 ans contre 20% sur le reste de la France métropolitaine. Donc effectivement, le paysage et la photographie de démographie médicale sur Paris est un peu, c'est un miroir déformant, puisqu'on a quand même cette tendance à croire qu'on est surdoté par rapport au reste du territoire français, mais malheureusement, la pyramide, on va le voir dans les années qui viennent, n'est vraiment pas favorable. Peut-être un point sur les chiffres. Donc, on constate là aussi, mais je pense que je ne sais pas si la présentation sera envoyée. Oui, voilà. Donc, très bien, il n'y a pas de souci, on n'a aucun. Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment navrée, mais on vous enverra tout ça. Oui, je sais. Alors là, il va falloir des autorisations, peut-être, je ne sais pas. Oui, très bien. Même donc, si on constate une inégale répartition de la densité médicale sur le territoire parisien, elle baisse dans la plupart des arrondissements très nettement depuis quelques années. En 3 ans, on a perdu près de 5% de la population des omnipraticiens. Donc cette baisse peut s'expliquer très clairement par un cumul de 3 facteurs. Donc, comme on l'a vu, la pyramide des âges défavorable avec les nombreux départs en retraite, une faible installation des nouveaux médecins et un problème d'attractivité du territoire parisien, et également un problème d'attractivité pour la médecine générale. Un petit point spécifique sur le 15e arrondissement, donc juste peut-être un petit point de vocabulaire. Donc les omnipraticiens, c'est les médecins généralistes qui exercent la médecine générale, mais aussi des médecins généralistes qui ont un mode d'exercice particulier. Donc ça va être, je sais pas, médecine du sport, médecine et nutritionniste. Donc en fait, c'est médecine générale et médecine générale un peu plus. C'est pour ça que c'est pas toujours, on parle d'omnipraticiens. Donc le 15e compte 203 omnipraticiens, dont 187
médecins généralistes pour une population de 229 472 habitants. Donc c'est une file active de 934 patients par omnipraticien. Et donc vous voyez qui est moindre que dans le reste de l'Île-de-France. Cette file active, alors attendez, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais sur les... Mince, attendez. Sur ces omnipraticiens, on peut vraiment faire un focus sur leur âge, puisqu'on voit que la part des plus de 65 ans et des plus de 60 ans et des 70 ans sont très importantes. Voilà, ça, je vous laisserai pour les spécialistes et les infirmiers. Pareil, là, vous avez... des chiffres qui sont très nets, puisque il y a 53,5% des généralistes dans le 15e qui ont plus de 60 ans. Ah, c'est le rose. Ah oui, on ne voit pas les chiffres, effectivement. Donc le rose dans le 15e, voilà. Et à droite, c'est en Île-de-France, où on est plutôt à 42% de plus de 60 ans. Donc là, sur l'Île-de-France. Et alors pour la France entière, le gap est encore plus important. Peut-être un mot sur le dispositif. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, on a un petit peu peur. Nous, on a mis en place effectivement un dispositif d'aide à l'installation des professionnels de santé. Comme je vous disais, le problème de l'attractivité du territoire parisien a clairement été identifié comme un frein à l'installation. Donc, dès 2015, il y a un dispositif qui a été mis en place et qui a fait l'objet d'une évaluation il y a maintenant 1 an et demi, conduite par Amélie Lefort, et je vais peut-être te laisser en dire 2 mots. Oui, donc peut-être vous dire ce qu'on propose, nous, aux professionnels de santé libéraux sur le territoire parisien. Donc un dispositif d'aide largement élargi depuis cet été, depuis l'été 2023. Il s'adresse à tous les professionnels de santé médicaux, paramédicaux, mais aussi les psychologues et les assistants médicaux, en exercice regroupé, mais simplement à partir de 2 professionnels. Donc on ne va pas exiger des grands groupements, mais simplement un groupement minimal à 2 professionnels, avec un exercice en secteur 1 ou au tarif conventionné. Les missions qu'on s'est données pour les accompagner dans leur installation, c'est une aide renforcée à la recherche de locaux abordables. Et pour ça, on va passer essentiellement par le parc des bailleurs sociaux, qui ont des locaux commerciaux en pied d'immeuble généralement, et qui peuvent être mis à disposition en baux professionnels pour des professionnels de santé. On va intervenir pour faciliter leur obtention du bail, parfois sur la négociation d'un loyer intéressant quand les tarifs pratiqués par ces professionnels de santé sont très bas. Une aide à la constitution d'équipe, puisque Anne-Lise le disait, aujourd'hui les professionnels de santé veulent, pour la majeure partie d'entre eux, exercer en groupe, mais encore faut-il trouver l'équipe adéquate avec laquelle on souhaite s'associer. Donc on va faire de la mise en relation, notamment 3 fois par an, on organise des grandes rencontres parisiennes de l'installation. Les dernières ont lieu la semaine dernière dans le 15e justement, avec plus de 150 professionnels de santé et 80 partenaires de l'installation. Tout le monde est au rendez-vous pour répondre à l'ensemble des questions des professionnels et vraiment les aider à faire la bascule pour ceux qui hésitent à s'installer. Et enfin, bien sûr, on va les accompagner avec des aides financières pour réaliser des travaux dans leurs locaux professionnels et les aider à acquérir de l'équipement parfois très coûteux et pour lesquels tous n'ont pas envie de s'endetter. Je te redonne la parole pour faire un petit focus sur qui on a pu aider dans le 15e arrondissement. Voilà. Donc ça, c'est des exemples des structures qu'on a pu aider. Donc quand vous voyez CG, c'est des cabinets de groupe. On a pu aider 2 cabinets de groupe, le dernier très récemment, fin 2023. 2 maisons de santé pluriprofessionnelles et également 2 centres de santé, le centre de santé Marie-Thérèse et le centre de santé Saint-Vincent-de-Paul. Pour des montants qui sont quand même importants, hein, on va jusque 250 000 € sur, par exemple, la maison de santé du Square Calmette ou le centre de santé Marie-Thérèse. On regarde aussi vers l'avenir avec les opérations urbaines qu'on a beaucoup aux portes de Paris et dans lesquelles aujourd'hui, grâce à des évaluations d'impact en santé, on peut déterminer s'il y a des besoins de structures de santé. Et donc, dans le 15e notamment, il y a un projet de maison de santé dans le cadre de la démolition-reconstruction d'un immeuble rue Vigée-Lebrun.
Et il y a un projet de santé privé dans le centre Aqua Boulevard. Donc ça fait partie des grands projets qu'on a pour dans quelques années, pour lesquels on va aider à rechercher des équipes et faire en sorte que ces équipes puissent s'installer dans de bonnes conditions, financières notamment. Peut-être un petit mot sur notre plan de renforcement de notre offre en régie au sein de la ville de Paris. Alors, c'est moins notre domaine, vous l'aurez compris. Nous, on s'adresse quand même principalement à l'offre libérale, aux médecins et aux professionnels de santé libéraux. Mais effectivement, au sein de la direction de la santé publique, on a aussi des centres de santé. Donc, il y a une offre en régie. Et cette offre en régie, on a décidé de la renforcer. Pourquoi ? Déjà parce que c'est un véritable parti pris d'apporter une réponse à cet effondrement démographique, et on le voit bien, il y a des Parisiennes et des Parisiens véritablement en recherche de médecins traitants qui sont dans des situations dramatiques en infection longue durée ou qui n'ont plus de médecins traitants, qui ont des maladies chroniques et des problèmes de dépistage, de prévention et de promotion santé. On commence à en sentir les effets. Donc si on veut amortir ce manque de médecins traitants sur le territoire parisien, il faut aussi combler ce manque avec un renforcement de l'offre en régie. Vous le savez peut-être, il y avait beaucoup de centres de santé, il y en a toujours d'ailleurs, des centres de santé à but non lucratif, associatifs, qui proposent une offre en secteur 1 à destination des populations peut-être les plus éloignées du soin, qui sont en train véritablement de péricliter, qui ne trouvent plus de modèle économique. Et aujourd'hui, malgré effectivement de nombreux appels au secours, on ne trouve pas un modèle qui pourrait sauver ces structures-là. Donc effectivement, alors même si tous les pouvoirs publics en ce moment, c'est vraiment le sujet principal, c'est de réussir à trouver une manière de sauver ces centres de santé de soins primaires et de pallier cet effondrement. La solution, en tout cas, de l'offre en régie en est une. Peut-être sur le plan de renforcement, il y a eu donc la création d'abord de nouveaux centres. Donc là, on est en train de créer de nouveaux centres de santé. Donc il y a 7 nouveaux centres de santé en régie sur Paris, 2 centres qui sont déjà programmés. Il y en a 5 qui sont en cours de programmation. Donc on recherche encore des locaux pour y construire ces centres de santé. Et par ailleurs, un renforcement de l'offre des capacités des centres qui sont déjà existants, avec parfois des changements d'activité pour correspondre un petit peu mieux aux besoins du territoire. Ça, c'est pas anodin, c'est quand même 115 postes qui vont être créés sur 3 ans, avec beaucoup de professionnels de santé dans ces 115 postes. Donc c'est un investissement qui va être très lourd pour la ville, avec des IPA, je vous disais, également des médiateurs en santé, des assistants médicaux et des infirmières azalées. Pour le 15e, vous connaissez certainement le centre Tiphaine, qui aujourd'hui propose de la vaccination, des consultations en santé scolaire, mais également une nouvelle permanence des soins pilotée par SOS Médecins, 7 jours sur 7, de 20h à minuit, et le week-end de 9h à minuit. Enfin, peut-être un petit mot sur la maison sport santé, qui va ouvrir très très rapidement. Ça devait être le 4 mars, mais je crois qu'il y a eu un petit problème d'électricité et de chauffage. Donc on va dire que l'ouverture de cette maison sport santé est imminente. C'est au 100 boulevard Lefebvre pour des locaux provisoires, puis après au 139 boulevard Lefebvre pour une installation définitive. Dedans, il y a une coordinatrice une coordinatrice éducatrice sportive qui est en cours de recrutement, un médiateur en santé, et puis il y a tout un travail qui a été mené en amont avec la direction jeunesse et sport et les associations sportives du territoire du 15e pour trouver des créneaux. Et je crois même qu'il y a eu une rencontre très récemment
avec les associations sportives qui voulaient se lancer dans le sport santé. Je crois qu'il y a une dizaine d'associations au total qui ont répondu présent. Donc voilà pour un peu c'était pour élargir un petit peu le discours sur l'offre de soins sur le territoire du 15e. Maintenant, je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup. On va prendre les questions. D'abord les questions parmi les membres du conseil de quartier et ensuite les questions de la salle. Est-ce qu'il y en a? Oui, allez-y, Patricia Davido. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous pourriez aussi évoquer, je ne sais pas comment ça se situe par rapport à la ville, par rapport à votre direction, etc., de l'HEGP et aussi de Necker. Le maire, M. Goujon, nous en avait parlé à une réunion de quartier. Donc comment ça s'inscrit en fait, ça? Notre lien avec la PHP, en fait, c'est... Excusez-moi, j'avais pas forcément compris que c'était la PHP en tant que telle. C'était une structure, en fait, médicale qui était donc logée, mais peut-être je me trompe, mais au sein de la HEGP. Oh, ouais, c'est ça. Donc, à Georges Pompidou et également Necker, donc, qui permettait effectivement d'accueillir des patients. Ça vous dit rien, Marion? Il a évoqué ça, le maire, lors de la réunion du... Ouais. Alors, effectivement, c'est soit une maison médicale de garde. C'est vrai que souvent les centres hospitaliers proposent cette solution justement en interne. Soit ça peut être même, il y a certains établissements qui proposent un centre de santé adossé à la structure hospitalière pour désengorger les urgences, pas forcément en mode garde, mais ne serait-ce que pour faire un premier tri. J'avoue que je suis désolée. Ah oui, c'est ça, c'est Urgence Med. Oui, donc effectivement, c'est du soin non programmé. C'est effectivement une sorte de maison médicale de garde. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ici? Non? On va passer aux questions de la salle, s'il y en a. Oui, madame... Et puis après, madame devant. Je suis arrivée en retard, je vous prie de m'excuser, mais peut-être l'adresse de ce centre Tiphaine est connue. C'est rue Tiphaine, mais alors l'adresse exacte, je sais pas. Oui, normalement, c'est au centre. Viala, non, c'est pas. Non, c'est 12 rue Tiphaine. Oui, c'est ça. C'est rue Tiphaine. Oui, ça donne dans la rue du commerce. C'est rue Tiphaine qui donne dans la rue du commerce, visiblement. 12. Au 12. C'est vraiment tout près. Madame devant. Oui, merci madame. Je n'habite pas le quartier, j'habite le quartier de Beaugrenelle. En 2015, à la demande des associations qui sont regroupées dans le SICA, monsieur le maire avait accepté une question pour un débat entre le SICA et le conseil d'arrondissement. Et nous avions rapporté sur la situation dans le 15e. Déjà apparaissait le fait que le 15e, dans le 15e se profilait un vrai désert médical. Et depuis, nous estimons, en tous les cas mon association, estime que la situation s'est dégradée. Je suis très intéressée, madame, par le fait qu'on ait créé dans Paris une direction de la santé publique et que donc on a des chiffres qui nous permettent de voir la situation. Nous avions, dans la partie de Beaugrenelle, Front-de-Seine, Duplex, la Motte-Piquet, 3 centres de santé, dont un qui était en consultation externe à l'EHPAD de Payen, au coin de la rue Violet et de la rue des Entrepreneurs. Lors de la réhabilitation de Payen, la consultation externe, qui était aussi bien pour les personnes pensionnaires à l'EHPAD et aux gens de l'extérieur, a été supprimée. Première suppression. Deuxième suppression, au moment où est démoli le centre commercial Beaugrenelle, il y avait là ce que vous appelez un centre de santé géré par des associations et qui, n'obtenant pas de la direction du centre commercial l'assurance qu'il serait ensuite relogé quand le centre commercial serait démoli, ont cessé de payer leur loyer. Donc ça a mis tout le monde en difficulté. Résultat des courses, expulsion.
Et ce centre-là a disparu. C'était un gros centre avec 30 à 35 000 dossiers de patients. Troisième événement, plus grave, c'est le centre Viala, dont vous avez entendu parler, qui était dans les locaux de la Caisse d'allocation familiale, qui avait été créé en 1934, donc très ancien. Et au moment où il y a une directive européenne a décidé que les caisses d'allocation familiale ne pouvaient pas subvenir, ça a été remis à une mutuelle. Cette mutuelle a fait faillite. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que tribunal de commerce, et au tribunal de commerce, eh bien, ça a été remis, je dis parce que pour 25 000 €, remis à un mafieux, genre il récupère toutes les structures de santé qui se cassent la figure, il en profite, puis après il s'en va ailleurs. Enfin, c'est ce qui nous est arrivé. Et malheureusement, le centre Viala, 60 000 dossiers de patients, a disparu du quartier. Et ça, pour nous, ça a été une catastrophe. Mais je vois que vous opinez du bonnet et que vous connaissez bien la situation. Donc, nous militons pour ce que vous appelez la régie, là. Nous militons pour avoir un centre de santé municipal. Moi, parce que je pense que vous l'avez abordé, mais je n'ai peut-être pas retenu, il y a de nombreux jeunes médecins ou médecins qui ne veulent plus travailler en individuel et qui recherchent, même de ne pas avoir leur comptabilité et tout à tenir, d'être des médecins fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils touchent des honoraires, leur paye, quoi. Mais... Et moi, j'ai lu de nombreuses études qui démontrent qu'il y a de plus en plus de médecins qui recherchent. Donc, je voulais simplement, je vais terminer parce que vous avez d'autres points à l'ordre du jour, mais j'étais venue que pour ça, et du coup, je suis très contente, mesdames, d'avoir fait votre connaissance, et croyez-moi qu'on va prendre contact avec vous très, très rapidement. Alors, les maisons de santé, c'est bien, mais pour nous, c'est qu'un palliatif, hein, parce qu'en fait, c'est des médecins qui se seraient quand même installés et à qui on apporte quand même une aide financière non négligeable. Alors, effectivement, dans Paris, la spéculation immobilière est tellement forte, les loyers sont tellement élevés que la ville de Paris est obligée de payer en partie l'installation des médecins. C'est devenu quand même un peu catastrophique, hein. Bon, enfin, voilà, j'ai dit ce que je voulais dire en disant qu'il faut militer pour un centre de santé municipal. Merci pour la question qui ne concerne pas forcément ce quartier-ci, mais si vous pouvez faire une réponse courte quand même. En fait, la réponse, c'est un peu ce qu'on a expliqué. Il n'y a pas une solution. Je pense que l'idée, c'est de développer une palette d'outils et de réponses en fait, à ces problématiques d'offre de soins, que ce soit pour désengorger les urgences des hôpitaux, donc avec des systèmes de maisons médicales de garde, que ce soit pour comme vous le disiez, un centre de santé en régie avec un travail salarié. Je reviens peut-être un petit peu sur ce travail salarié. On a quand même des difficultés à recruter. La ville de Paris a fait un énorme effort sur les salaires des médecins qu'on a recrutés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'autant il y a encore un an, on n'était pas compétitif du tout quand on proposait une offre de soins pour un médecin, voire même un autre professionnel de santé. Aujourd'hui, on a aligné les salaires sur des offres de salariat classiques et effectivement, on le voit, c'est mécanique. On commence à pouvoir beaucoup plus facilement recruter des médecins en salariat. Donc je vous rejoins complètement sur ce point. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'offrir une palette. Donc effectivement, il y a l'aide à l'installation pour des maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a l'ouverture de centres en régie, il y a de l'aide à des centres de santé aussi en difficulté, puisque on est là aussi pour aider ces centres de santé pour maintenir au moins une offre de soins sur l'ensemble du territoire et voir un petit peu comment les tutelles aujourd'hui, que ce soit l'ARS ou l'assurance maladie, vont régler au niveau national. Hein, la ville de Paris ne peut pas tout, mais au niveau national va régler cette histoire des équilibres financiers des centres de santé qui n'y arrivent plus avec le paiement à l'acte. Après, c'est un petit peu technique, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point aujourd'hui, il n'y a plus aucun centre de santé qui peut s'en sortir financièrement. Merci. Une autre question dans la salle ? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au sujet suivant. Merci Anne-Lise Pollack et Amélie Lefort pour votre intervention. Donc le sujet suivant, c'est la gestion des déchets dans Paris, y compris les déchets alimentaires. Et on laisse la parole
à Madame Khadija Taïbi, qui est chargée de communication dans la division de la propreté du 15e arrondissement de Paris. Bonsoir à tous. Effectivement, merci de recevoir la direction de la propreté et de l'eau du 15e arrondissement. J'excuse Monsieur Fleureau, le responsable de la propreté du 15e arrondissement. Donc, je suis venue ici, donc Khadija Taïbi, chargée de communication, vous présenter la nouveauté qui date depuis le 1er janvier 2024 sur la collecte des déchets alimentaires. Je vous propose une petite présentation et on fera un jeu de questions-réponses avec grand plaisir juste après. Alors, la collecte des déchets alimentaires, on va un petit peu évoquer, mais rapidement, parce que c'est assez simple, la définition des biodéchets, ce que ça devient, comment ça se passe à Paris, et plus particulièrement la proposition qu'on peut vous faire sur votre quartier. Et ensuite, les différentes solutions de compostage. Pour le coup, on travaille énormément avec les enfants qui crient. Non, on travaille énormément en partenariat avec la mairie du 15e arrondissement sur différentes solutions de compostage. Les biodéchets, c'est quoi? Donc, il y a un code de l'environnement, un article qui je sais pas, c'est peut-être petit pour certaines personnes au bout, c'est ça, hein? C'est peut-être... Non, pas pour toi, pas pour vous. C'est peut-être petit au niveau du diaporama pour vous. Ça va, vous arrivez à lire tous? Non? D'accord. Bon. Alors, la définition des biodéchets, c'est un article du Code de l'environnement ça comprend tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc et alimentaire ou de cuisine. Je voulais un petit peu résumer. Qu'est-ce qu'on entend par déchets alimentaires? C'est exactement tout ce qui se mange, mais pas que. Par exemple, dans la collecte des déchets alimentaires que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est non seulement les fruits et les légumes. Dans le compost, on a beaucoup d'épluchures. Enfin, ce ne sont que des épluchures de fruits et légumes. Dans la collecte des biodéchets, ce sont les fruits et légumes, bien évidemment, mais aussi la viande avec les os de viande, OS, le poisson et les arêtes, les coquilles d'huîtres, de moules, de coquillages. Tout ça, ça englobe même les serviettes en papier qui ont été en contact avec les aliments. On accepte ça dans la collecte des déchets alimentaires, les sachets de thé, et pas d'emballage surtout. Tout ce qui est préparation de repas aussi. Alors, ce qui ne fait pas partie des biodéchets, c'est tout ce qui reste, la vaisselle, les gobelets, les produits emballés, les emballages en général. Sachez que les emballages, comme tout le monde le sait, ça va dans la poubelle jaune, en plastique, bien évidemment. Ensuite, toujours dans le cadre de la loi, tout ça est issu de deux lois, la loi de Grenelle 1 et la loi de Grenelle 2, et ainsi que de 2009 et de 2010, ainsi que la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte de 2015. Alors, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que vous savez d'ailleurs ce que ça devient, tous ces déchets alimentaires? C'est brûlé? Non. Oh, plus ou moins. Oui. Il y a une toute petite partie, 2-3%, qu'on transforme en compost, parce qu'effectivement, dans ce qu'on va mettre dans ces poubelles de déchets alimentaires, il va y avoir des épluchures de fruits et légumes, mais la grande majorité, c'est vraiment le reste. Et le reste, on envoie ça en fait dans un centre de méthanisation. Il y en a un dans le sud de Paris, un dans le nord, donc là, vous avez Limeil-Brévannes et j'ai un doute entre l'île Saint-Denis et Gennevilliers, dans le nord de Paris. Et ensuite, ça se transforme en biogaz, et ce biogaz est réinjecté dans les véhicules de la ville de Paris. Hop là. Donc, on reste quand même sur ce que deviennent tous ces déchets. Donc, il y a vraiment un zoom sur l'intérêt environnemental. On consomme, on trie, on collecte. Ça part en méthanisation, une partie compost et le retour au sol. Petite différence entre le compostage et la méthanisation, c'est tout simplement une question d'oxygène, d'absence d'oxygène ou de présence d'oxygène. Le compostage, vous avez de l'oxygène, et la méthanisation, vous n'en avez pas. C'était une petite précision. Alors, à Paris, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a eu je vais partir de tout l'espace parisien pour revenir plus particulièrement sur le 15e arrondissement. Il y a eu un test
organisés dans 3 arrondissements parisiens. Peut-être que vous avez de la famille ou des amis qui y habitent, dans le 2e, le 12e et le 19e arrondissement. Le test a commencé un petit peu avant le Covid, en 2019, où l'idée c'était de proposer cette collecte de déchets alimentaires, ce qu'on appelle un peu dans le jargon propreté de Paris, en porte-à-porte, c'est-à-dire dans les immeubles. Dans ces 3 arrondissements, 2, 12 et 19, vous aviez, je parle au passé, vous aviez des poubelles, en l'occurrence une poubelle avec un couvercle marron, où les habitants de ces arrondissements-là pouvaient déposer dans leurs locaux à poubelle la liste de tous les déchets alimentaires. Il s'avère qu'après le Covid, mais aussi après un constat de 4-5 années d'expérience, il s'avère que le bilan n'est pas très positif dans le sens où on faisait venir des bennes pour récolter toutes ces poubelles, mais souvent on faisait venir des bennes pour quelques grammes ou quelques kilos. Donc il y avait une grosse problématique d'empreinte carbone. Et du coup, la ville de Paris a décidé, en tout cas pour ces arrondissements-là test, sur ce premier semestre 2024, de retirer toutes ces poubelles des immeubles. L'idée, au tout départ, en 2018-2019, c'était de faire un test, et si ça fonctionnait, on aurait mis des poubelles dans tous les arrondissements parisiens. Vu le résultat, on ne peut pas parler de rétropédalage, mais il y a une autre possibilité, parce que la ville de Paris, quand on parle d'obligation de collecte de déchets alimentaires, parce que j'ai eu beaucoup d'appels et de mails de Parisiens du 15e arrondissement qui étaient un petit peu en panique en me demandant, mais je n'ai pas de poubelle en bas de la maison, je vais être verbalisé si je ne fais pas la collecte des déchets alimentaires, etc., etc. L'obligation, sachez-le, incombe à la collectivité, donc à la ville de Paris. C'est à la ville de Paris de vous proposer des solutions de collecte des déchets alimentaires. La première proposition qui fonctionne, mais qui n'est pas suffisante, ça a été de proposer, et vous le voyez certainement si vous allez régulièrement ou pas dans vos marchés alimentaires, le marché alimentaire le plus proche d'ici, que je ne dise pas de bêtises, mais ne m'aidez pas surtout. Je ne suis pas du coin, moi. Saint-Charles, merci beaucoup. Le marché Saint-Charles, alors sur le rond-point Saint-Charles, angle... Rue des Cévennes, c'est dans le coin ? Rue des Cévennes. Voilà, c'est ça. Alors, rue des Cévennes, vous prenez la rue des Cévennes, vous arrivez sur le rond-point Saint-Charles et vous avez un bar tabac. C'est juste en face du bar tabac, à 1,50 m du bar tabac. Vous avez... Ouais, Picard est un petit peu... Voilà, ouais. Quand vous sortez d'ici, gauche-droite, rue des Cévennes, et vous arrivez place Saint-Charles, à droite, vous avez un bar tabac, et là, vous avez 2 bornes, ce qu'on appelle 2 bornes, 2 grosses poubelles, avec un levier, vous pouvez l'ouvrir avec le pied, qui sont à votre disposition 7 jours sur 7 pour venir y déposer vos déchets alimentaires. Donc là, ça a été la première étape. Ces bornes-là sont présentes dans tous les marchés parisiens, donc dans les 6 ou 7 marchés du 15e arrondissement. Au tout départ, on les mettait que les jours de marché. Au vu de la réussite de cette proposition-là, maintenant, depuis 2 ans, c'est tous les jours, c'est vidé tous les jours. Je fais un petit focus, parce que même si je parle des déchets alimentaires, je fais un petit focus propreté pour ceux qui l'utilisent déjà, qui vont déjà régulièrement déposer leurs déchets alimentaires. Je vais me lever parce que je n'aime pas parler assise, en fait, je suis désolée. N'hésitez pas, quand vous allez voir ces bornes de déchets alimentaires pour y déposer vos sacs de déchets alimentaires, et que vous voyez que c'est sale, qu'il y a des déchets alimentaires qui sont par terre, que la borne est peut-être taguée. N'hésitez pas à nous alerter, à alerter les services de la ville de Paris. Comment vous pouvez nous alerter ? Il y a plusieurs façons. Il y a un téléphone que je pourrais vous donner, 01, voilà, que je pourrais vous donner. Mais surtout, vous avez une application. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des smartphones. Une application qui s'appelle Dans ma rue. Cette application... Alors, si vous pouvez éviter de parler en même temps que moi, ça m'arrangerait. En fait, elle commande tout ce que je dis, donc c'est un peu compliqué. Alors, une application qui s'appelle Dans ma rue, qui ne sert pas que aux problématiques de malpropreté, mais qui peut servir aussi en termes de voirie. Si vous avez dans votre rue un trou sur le trottoir ou sur la route, etc., sachez que vous êtes géolocalisé, vous prenez la photo, vous avez un menu déroulant qui vous demande un peu une petite précision pour affiner ce que vous avez vu, ce qui vous pose souci. Et ce signalement va directement au service concerné. Donc ça s'appelle Dans ma rue. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser. Bon, si pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, vous avez toujours nos locaux qui sont situés 52 rue Dombasle, ou alors un téléphone 01 45 2 fois 86 00. J'étais un petit peu rapide sur le coup, ou paris.fr.
Mais n'hésitez pas à nous signaler, cette application est aussi très très intéressante pour nous et pour vous, pour avoir un quartier et des rues sympathiques à regarder, plus propres, quand vous voyez des dépôts sauvages. Sachez que à Paris, globalement, et plus particulièrement dans le 15e arrondissement, les dépôts sauvages sont le premier problème de malpropreté. Pour donner des chiffres un peu globaux, j'allais dire, vous avez au quotidien 20 tonnes de dépôts sauvages dans votre arrondissement. 20 tonnes de dépôts. Sur ces 20 tonnes de dépôts, 10 sont signalés, c'est-à-dire que les personnes nous ont contactés, ont contacté nos services en nous disant « j'ai une armoire, on va vous répondre, déposez ça demain matin, etc. » Et 10 tonnes correspondent à des dépôts sauvages. Vous n'êtes pas forcément le quartier où il y en a plus. C'est souvent les quartiers un peu périphériques, du côté de la Porte Brancion, du côté... c'est plutôt... Mais il y a énormément de dépôts sauvages. N'hésitez pas, même si ce n'est pas vous qui avez déposé ce dépôt sauvage, n'hésitez pas à utiliser l'application DMR dans ma rue. On ne va pas aller vous chercher... vous n'allez pas être verbalisé, rien du tout. Mais au moins, ça envoie l'information à nos collègues, aux collègues éboueurs. Parce que si vous ne signalez pas, si personne ne signale devant le 50 rue Gutenberg, de cette école, je ne sais pas moi, une armoire, le matin, les éboueurs qui vont s'occuper de ça, ils ont une liste de rendez-vous. Et si on ne nous signale pas devant le 50 rue Gutenberg qu'il y a une armoire à récupérer, le camion ne passera jamais. Et le dépôt appelle le dépôt. Et au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de malpropreté. Voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse propreté, parce que la propreté va aussi avec la sécurité. Et même si j'étais venue ici plutôt pour parler des déchets alimentaires, mais c'est pour le bien vivre ensemble, donc n'hésitez pas. Et pour celles et ceux qui le veulent, j'ai ramené des cartes de visite où on pourra aussi vous faire des propositions dans votre immeuble sur des interventions sur le tri, sur la malpropreté, sur les locaux, vérifier les locaux, comment ils sont installés pour améliorer notamment le tri. Donc là, je fais ma commerciale du coin, tout à fait gratuitement, mais c'est pas grave. Voilà. Donc on revient sur les déchets alimentaires. Donc oui, sur le marché, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut rester honnête. Là, sur votre quartier, vous avez une double borne pour je ne sais combien d'habitants dans le quartier. Donc c'est très très peu. Certes, nous, on est contents parce que tous les jours, c'est vidé et que c'est bien rempli, mais il faudrait qu'on avance un petit peu pour vous proposer ce service plus près de chez vous, au plus près de chez vous. Alors l'élu à la propreté, le nouvel élu à la propreté qui s'appelle Antoine Guillou a fait une conférence de presse il y a à peu près 2 mois en disant effectivement que dans l'idéal, à la fin de l'année 2024, il faudrait vous proposer ce service à moins de 3 minutes de chaque habitation. Sachez que dans le 15e, on en est loin. On en est très 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 loin. Vous avez, en plus de ces bornes de déchets alimentaires qui sont sur tous les marchés et dont le marché Saint-Charles, voyez, on a un objectif d'ici même fin 2025 je vais vous montrer un peu ce dont je vous parle. Est-ce que ça vous parle, cette photo? Oui. Alors, on appelle ça un trilib. À la base, enfin c'est toujours le cas, 2 grosses bornes jaunes pour la poubelle du tri, papier, carton, métaux et emballage plastique, une borne blanche pour le verre. La dernière borne, jusqu'à présent, était destinée aux éboueurs qui pouvaient y stocker du sable, du sel, du matériel qu'ils avaient besoin. Ça leur évitait de revenir, ce qu'on appelle dans leur lieu d'habillage et de douche, dans leur lieu de travail initialement. Et ça veut dire que un peu partout, ils pouvaient récupérer du matériel sur ces bornes Trilib. Pour développer l'offre de déchets alimentaires, l'idée a été, et ça va se passer dans le 15e arrondissement d'ici le mois de juillet, vous avez dans votre arrondissement des bornes comme ça, vous en avez 8. Alors sur votre arrondissement qui fait, si je ne dis pas de bêtises, entre 8 et 9 km², c'est à peu près ça, je crois, vous n'en avez que 8. Sincèrement, ce n'est pas énorme. Donc il ne faut pas que ce geste d'aller vers la borne de déchets alimentaires soit une contrainte pour vous. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une facilité et pas, par exemple, sur le chemin du métro, sur le chemin de l'école, sur le chemin du cinéma, ou voilà. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'on en installe pas mal, un grand maximum.
cette borne-là, sur votre secteur, il y a une proposition qui est faite de vous en installer une, que je ne dise pas de bêtises, 102 rue de Javel. Ça vous parle, cette rue de Javel, 102 rue de Javel. Voilà. Oui. Non. Ah, c'est la photo qui est peut-être mal... Non, c'est la route. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas. Non, elles ne sont pas souterraines. Non. Elles sont vraiment... Elles prennent, que je ne vous dise pas de bêtises, peut-être 2 places de stationnement. Bon, avec la votation SUV, je pense que c'est rien, ça. Vous en avez une dans le quartier qui est juste à côté, dans la ruelle qui longe le cimetière à côté du Lidl. Voilà, alors, au bout de la rue Cauchy, exactement. 35 rue Cauchy. Donc, pas très loin d'ici. Donc là, pour le coup, droite-gauche, quand vous sortez de l'école. Vous en avez une aussi. Donc, d'ici, sur celle de Cauchy, qui est quelque part, vous allez, sur le plan, j'arrive plus à savoir où on est, mais effectivement, au 35 rue Cauchy, vous avez une borne déjà pour le plastique, le carton, et aussi, d'ici cet été, une borne de DA. Donc, pour vous, déjà, vous allez avoir 2 propositions. Place Saint-Charles, voilà, 102 rue de Javel. Et puis, rue Cauchy. Alors, l'idée, c'est d'en installer un peu plus. Alors la décision, en fait, comment ça se passe techniquement? La mairie de Paris, la direction de la propreté et de l'eau fait des propositions à la mairie du 15e et notamment au conseil de quartier qui valide ou non les propositions. Si jamais cette proposition, parce que je vois la rue de Javel, mais le 102, je vois pas vraiment où c'est, mais si jamais cette proposition-là ne convenait pas, parce que peut-être que ça peut déranger, il n'y aura pas de commerce en principe, mais ça peut déranger pour X raisons, le conseil de quartier peut nous faire d'autres propositions sur votre secteur. Boussico-Citroën, ici, c'est ça? Citroën-Boussico, dans l'ordre. Donc, voilà. Moi, là, je m'adresse plus particulièrement aux conseillers de quartier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et nous, on est prêts à en rajouter un peu plus. Bien évidemment, sur les propositions que vous pourrez nous faire, où il faut faire attention, où on a quelques points de vigilance, c'est qu'il ne faut pas que ces bornes soient face à des commerces, parce qu'évidemment, le commerçant, il ne va pas être très content qu'on mette ça face à son commerce, pas sur des carrefours, pas sur des pentes, et pas d'arbres pouvant gêner la collecte. Bon, ça, c'est plutôt pour nous. Donc, voilà, hop. Ensuite, je répondrai à toutes vos questions sur les déchets alimentaires. Là, pour terminer, on voulait vous faire un tout petit focus sur le compostage. Le compostage, pour la ville de Paris, et puis pour les habitants du 15e arrondissement, bien évidemment, vous avez 3 solutions aujourd'hui. La première solution, c'est ce qu'on appelle le composteur de collectif en pied d'immeuble. Vous avez, alors il y a plusieurs sessions, maintenant c'est plus du tout. Vous avez la possibilité dans votre copropriété, ou si vous êtes locataire avec l'accord de votre bailleur, si vous avez une cour ou un petit jardin, d'installer un composteur collectif. Les conditions, vous les avez là, évidemment, l'accord du gestionnaire. Pouvoir utiliser derrière les débouchés du compost que vous allez récupérer, c'est pas vous faites le compostage et après vous nous appelez en disant je vais me débarrasser de mon compost. Là on dit qu'il faut un minimum de 7 foyers volontaires, mais tout dépend évidemment de la taille de l'immeuble. Si vous êtes 5-6 et si vous êtes 2 par temps, ça c'est possible. Et si jamais vous êtes intéressé et que vous avez l'accord du gestionnaire, un maître composteur viendra sur site dans votre immeuble pour voir effectivement où on pourrait installer ce composteur, et après l'aventure commence. Avant, on pouvait faire ces demandes un peu quand on voulait dans l'année. Maintenant, il y a tellement de demandes que c'est un peu plus planifié. C'est à peu près une fois c'est un mois par trimestre. Là, en ce moment, on est le 5-6 mars. Là, en ce moment, vous pouvez aller sur le site de la mairie du 15e. Vous tapez juste compostage sur le site de la mairie du 15e et vous avez un lien où vous devez remplir une sorte de formulaire. Jusqu'au 31 mars, vous pouvez effectivement faire cette demande. La deuxième solution que la ville de Paris, en partenariat avec la mairie du 15e, propose, c'est le compostage de quartier. Dans le 15e, il n'y en a pas du tout. Il y en a dans d'autres arrondissements. Dans le 15e, c'est pas encore d'actualité. Enfin, c'est d'actualité, mais on n'a pas de proposition. C'est souvent porté, et c'est essentiellement porté par des associations. Sachez qu'il y a des composteurs dans les jardins partagés.
Mais dans ces jardins partagés, souvent, il y a comme c'est pas des adhérents, mais c'est un peu ça. C'est pire que les logements sociaux à Paris, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qu'on peut pas y aller et déposer ces épluchures de fruits et légumes. La dernière solution, et qui est là pour le coup 100% en partenariat avec la mairie du 15e arrondissement, c'est parfois on a des habitants du 15e qui sont très très intéressés par le compostage, mais malheureusement le gestionnaire dit non. Ou parfois, même si le gestionnaire dit non, il y a le gardien ou la gardienne qui est très réticente, alors que, sincèrement, sur le compostage collectif, le gardien ou la gardienne n'a absolument rien à faire. Mais bon, pour pas créer des soucis, eh bien, la réponse est non. Et donc, depuis maintenant 4 ans, avec la mairie du 15e, on organise à 2 moments de l'année, sur la semaine du compostage qui va bientôt arriver, la semaine du 23 au 7 avril, et pour le coup, j'ai déjà les dates, si jamais ça vous intéresse, on organise des formations qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, avec un maître composteur, et à l'issue de cette petite formation, vous repartez avec ce qu'on appelle un lombricompost. Lombricompost, c'est pas plus grand que la table, enfin c'est pas très très grand, c'est sur roulette, si vous avez de la place à la maison ou un petit balcon, ça c'est possible. Depuis le début de l'opération, c'est l'arrondissement qui fonctionne le mieux en termes de lombricompost au niveau parisien. On a distribué, avec la mairie du 15e, plus de 1150 lombricompost. Donc si jamais ça vous intéresse, pareil, vous tapez lombricompost sur le site de la mairie du 15e, parce qu'il va falloir s'inscrire pour les sessions. Il y a 2 sessions, le 25 mars et le 3 avril. Et suite à cette réunion, où vous repartez avec votre lombricompost, vous allez recevoir un mail, parce que autant le compostage collectif, en général, on pose ça, même la terre, et donc les vers, les petits lombrics sortent naturellement. Lombricompost, non, parce que vous allez l'avoir à la maison. Vous recevrez un mail de la ville de Paris pour commander gratuitement les lombrics que vous allez recevoir par courrier et à nouveau par la poste. Sachez que, bon, le maître composteur vous le dira si vous êtes intéressé, mais quand vous décidez de commander vos lombrics, dès qu'ils arrivent, il faut commencer la vraie aventure lombricompost. Ça, c'est sûr. Faut pas les laisser dans le sac. Eh ben, j'ai terminé. C'est magnifique. Merci. Si vous avez des questions, on va d'abord prendre les questions du conseil de quartier. Madame de Tomasi. Bonjour. 2 petites remarques plutôt que des questions. La première, c'est que, alors moi, sur la première partie, j'ai testé les déchets exactement alimentaires. Avant d'aller à l'école ou au boulot, autant vous dire que c'est pas possible, parce que soit vous y allez avec votre petit sac et ça dégouline, soit vous y allez carrément avec la petite poubelle marron, et du coup vous pouvez pas aller au boulot, il faut revenir pour la déposer, etc. Donc il y a vraiment une question de fonctionnalité qui est pas du tout adaptée, je pense. Et sur les lombrics et le compostage à la maison, il ne faut pas oublier quand même que je ne sais pas où vivent les gens, mais moi, par exemple, chez moi, c'est pas possible. Et j'ai pas un petit appart. Mais ça prend de la place. Donc, il faut aussi envisager... il faut avoir ça en tête. C'est qu'aujourd'hui, au-delà du fait que ça soit du boulot, parce que c'est assez autonome. Moi, je fais du développement durable, c'est assez autonome. Ça prend de la place. Non, moi j'en ai un lombricomposteur qui fonctionne très bien, qui prend très peu de place, et moi ça prend de la place. Super proposition de la mairie de Paris. C'est une super proposition, mais ça prend quand même de la place. Faut l'avoir en tête, et tout le monde n'a pas des grands apparts. Voilà. Merci. Vous voulez que je réponde? On va prendre la remarque de... Vous voulez répondre? Oui, pas de souci. Alors c'est vrai que moi je parlais de faciliter le geste au maximum. C'est ce qui revient régulièrement sur. Il ne faut pas que ce soit. Je reviens sur la notion de contrainte. C'est vrai que on met ces déchets alimentaires dans des sacs compostables qui sont très fins et qui coulent facilement. Ça, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Et c'est la deuxième intervention, c'était sur les lombrics. Ça dépend, sincèrement. Je vous dis, dans le 15e, ça fonctionne très très bien. On a des sessions de 120 personnes qui sont... On fait comme Air France, on fait du surbooking à chaque fois. Tellement ça fonctionne bien. Mais ça dépend un petit peu à quel moment peut-être vous commencez aussi l'aventure. Est-ce qu'il n'a pas fait trop chaud? Il y a une question de place. Hein. Oui. Ça marche, ça marche très bien. Oui. Et après, c'est un plus dans la réduction des déchets. C'est pas du tout une obligation, mais en tout cas, tous ceux qui ont commencé continuent et ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Merci. On va prendre la question de Madame Guéroux. Oui.
En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment... vous avez fait le tour de la question, complètement. Alors, je reviens sur ce que vous proposez, avec les différentes poubelles, donc les deux jaunes, la blanche pour le vert et ensuite là. Et moi, je trouve que maintenant, partout, on a le tri pour le jaune, le vert, enfin voilà, enfin le vert blanc, VE2RE et le reste. Donc je pense que ce qui pêche vraiment, ce sont les déchets alimentaires. Donc le déchet alimentaire, vous faites des propositions et justement au sein du budget participatif, quelques personnes autour de moi et moi-même, nous avons déposé un vœu qui est en ce moment en train d'être, mais je sais très bien que même quand ça arrive tout là-haut, c'est pas toujours fait. Et donc, en fait, je pense que justement pour les grandes résidences, donc moi c'est la résidence Orphée qui est derrière, mais qui est tout à côté, tout le long de la rue Ballard, il y a plusieurs comme ça. Donc en fait, c'est justement les poubelles que vous avez place Saint-Charles, et pardon d'avoir dit en face du Picard, mais il y a vraiment un Picard. Et en fait, c'est très bien. Au départ, je me suis dit, enfin c'est une proposition de quelqu'un dans mon conseil syndical de ma résidence, où je siège aussi, avec Madame Davido, et de pouvoir mettre une poubelle, puisque vous dites, donc on va prendre tous vos coordonnées et puis vous faire la proposition, et pas que pour nous, hein, qui serait juste à Langue. Enfin bref, on ne va pas embêter les autres avec nos problèmes, enfin l'endroit personnel, mais ça ne sera pas que pour la résidence. En revanche, vous dites que c'est ramassé tous les jours. Moi, j'ai souvent vu et j'ai pris des photos. J'ai même envoyé à mon conseil en disant « Vous êtes sûr que vous en voulez une pas loin de chez nous ?» Parce que ça déborde, c'est sale. Alors, j'avoue que je n'ai jamais appelé dans ma rue pour dire « Il faut vider les poubelles, les deux qui sont là. » Mais franchement, c'est régulier. Donc ça, je sais que, bon, il n'y a pas... Voilà, et ce qu'il faut, c'est que c'est très bien de ces propositions-là. Et particulièrement, moi, je pense qu'il faut de ça, plus que de mettre toutes les poubelles dont vous parlez, là, les unes derrière les autres, parce que ça, on l'a chez nous, et il y a le ramassage tous les jours de toutes les poubelles. Merci. Je vous remercie. On laisse Madame Taïbi répondre. Alors sur les propositions, je rappelle que vous allez nous faire des propositions, mais ça sera validé par le conseil de quartier. Hein. Après, aussi des conditions techniques pour savoir si véritablement on peut mettre ce tri libre à cet endroit-là. Sur la malpropreté, oui, ça revient régulièrement parce que parfois les gens, quand... Oui, sur la malpropreté au niveau des déchets alimentaires et peut-être des bornes de déchets alimentaires, tout simplement parce que très souvent, même c'est réellement vidé tous les jours, mais c'est pas suffisant pour tout un quartier. Et du coup, souvent ça déborde et parfois aussi les riverains, en déposant leurs sacs, font tomber des déchets. Et ça revient. Mais n'hésitez pas sincèrement à nous faire des photos. Et là, enfin des photos, l'application dans ma rue. Et là, on vient assez régulièrement. Merci. On va juste prendre les questions de la salle. Il y a aussi beaucoup de choses qui débordent de ces poubelles et qui n'ont rien à faire là. Alors, en termes de... sur ce qu'on appelle, nous, les refus, les bacs pollués, globalement, ça va encore dans le 15e. Oui, globalement, ça va encore, sincèrement. Merci. La seule petite contrainte, juste petite parenthèse, c'est que pour cette collecte, nous, je dis nous, je ne suis pas la ville de Paris, bien évidemment, mais au niveau de la ville de Paris, on propose de donner aussi ce qu'on appelle un petit kit, c'est un bioseau, vous en parliez tout à l'heure, Madame de Thomasy, c'est ça, avec 2 rouleaux de sacs compostables. Parce que c'est vrai que la contrainte, c'est que ces déchets alimentaires, pour être mis dans ces bacs-là, il faut qu'ils soient mis soit dans un sac compostable, soit dans du papier craft. Ce que je dis toujours aux riverains, une fois que vos 2 rouleaux qu'on vous a offerts généreusement sont finis, n'allez pas en acheter. Alors, il y a 3 magasins qui en vendent. Pour ne pas faire de pub sur un seul, je vais me rappeler Emma, Monoprix et Castorama. Pour moi, à mon avis, inutile de dépenser pour ces sacs-là, mais vous pouvez en récupérer auprès des marchands de fruits et légumes de primeur, et dans les magasins, en général, ce sont des sacs compostables. Si jamais vous n'en avez vraiment pas,
Ce qui est autorisé aussi, c'est de mettre vos déchets. Pour le coup, Madame Tomasi, ça peut être pas mal, cette idée de les mettre dans un sac normal, un peu plus non compostable, un sac du coup qui est un peu plus rigide, et là, pour le coup, peut-être que ça coulera moins, et pour le coup, de le vider, mais sans le sac. Voilà, c'est la solution. Voilà. Bon, je vous laisse... voilà. C'est les solutions, merci, moi, après... Merci. On va prendre la question de Madame Devant. Oui, deux petites questions. La première, pour revenir aux déchets, le sac plastique, on prend un sac plastique et on le jette dans la poubelle? Justement, oui, s'il est compostable ou si c'est du papier craft, vous pouvez carrément tout jeter dedans, oui, sans problème. D'accord. Deuxième chose, au niveau des poubelles, comment on fait quand on ne voit pas les couleurs? Les poubelles de déchets alimentaires ou les poubelles Les poubelles dehors vers le... Oh, ils sont très... Est-ce que... je ne sais plus. Excusez-moi, la dame, elle est malvoyante. Oui. Alors, sur le tri libre, je sais que c'est la plus petite poubelle, mais alors là, c'est une très bonne question, madame. On se voit à la fin et je prends vos coordonnées et je vous trouve une solution. Ça se trouve, il y a peut-être quelque chose qui fait que on arrive à distinguer les couleurs. Peut-être. Oui. On fait comme ça? Oui. Allez-y, madame. Alors, juste une question à propos de vos zones de récolte. Pourquoi vous mettez pas des zones de récolte dans les parcs? Comme madame parlait en même temps, j'ai pas entendu. Désolée. Pourquoi il n'y aurait pas des zones de récolte dans les parcs? Dans les parcs et jardins? Oui. C'est une possibilité. Parce qu'il y a tous les jardiniers qui sont là. Je sais qu'ils récoltent déjà toutes les feuilles mortes et ils les réinstallent. Oui. C'est un lieu où il y a déjà des grandes poubelles à l'entrée puisque... Je sais que c'est à l'étude. Ça n'a pas été encore validé par la ville de Paris, mais c'est à l'étude, effectivement. D'accord. Effectivement, oui. Même à l'entrée... c'est pas le même service, même si là, c'est la direction des espaces verts. Mais pour rebondir sur... Il y a une problématique de collecte derrière. D'accord. Parce que ces déchets alimentaires, ces bornes de déchets alimentaires, notamment ceux de la place Saint-Charles, sont collectés par des camions et ils ne vont pas rentrer dans les parcs et jardins. Mais est-ce que dans les parcs et jardins, il ne pourrait pas y avoir justement des zones de compost avec oxygène à ce moment-là? Ça voudra voir avec les parcs et jardins. Pour le coup, j'ai une réponse un peu de fonctionnaire. Oui, mais moi, ce serait tout de suite utile et fonctionnel. Oui, vous savez que dans les parcs et jardins, ils n'acceptent pas, par exemple, si vous faites du compost et que vous avez un surplus de compost, ils ne vous le prendront pas. Légalement, c'est pas entendable. Donc, il faudrait voir avec je vous propose au prochain conseil de quartier d'inviter la direction des espaces verts. Mais... Alors, du coup, je suis pas venu pour ce sujet-là, mais je vais prendre la parole, effectivement, vu que parmi mes délégations, j'ai notamment les espaces verts. Et effectivement, sur le principe, c'est une très bonne idée. Dans les faits, on a comme les différents services, on a des problèmes de recrutement. C'est compliqué, c'est une réalité. Voilà. Et donc, c'est des tâches supplémentaires qui incomberaient au personnel. C'est parfois compliqué et effectivement après il y a la collecte après. Donc sur le principe je suis pas contre. Enfin d'ailleurs ça ne dépend pas que de moi Non, c'est une très bonne idée, mais il y a des vraies contraintes. C'est pour ça que c'est à l'étude et que ça n'a toujours pas été tranché. Alors une deuxième proposition, s'il y avait trop de compost, pourquoi pas refaire à ce moment-là une redistribution aux particuliers qui ont des terrasses et jardins pour récupérer ce trop de compost? Si les gens ne sont pas pour le faire chez eux. Si vous avez un surplus de compost, pour celles et ceux qui participeront à la formation avec le maître composteur, il vous indiquera 2-3 sites d'échange et de dons de compost. Ça se fait. Je ne les ai pas en tête, mais il y a 2-3 sites qui existent où vous pourrez donner votre compost. Mais donner le compost aux agents de la ville de Paris dans les espaces verts, ça non. Mais entre particuliers, oui, ça se fait. Non, l'idée c'est que c'est les agents des jardins et parcs de Paris qui font le compost,
et que le trop de compost, il redistribue aux particuliers. C'est l'inverse. Non, l'idée, c'est l'inverse. C'est aux Parisiens de le faire s'ils le souhaitent, le compost, et de l'utiliser ou de le donner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour la poubelle du rond-point Saint-Charles. La plupart du temps, elle est pleine. Autour, c'est dégueulasse. Et je me dis que je pense que la nuit, elle attire les rats. Voilà. Et c'est pareil, les rats, il y en a de plus en plus dans le parc André Citroën. Alors, je vais raconter une petite... Alors, il y a autre chose aussi que je voudrais aborder. On parle des poubelles, mais il manque des poubelles de rue. Il y a des tas de rues dans le quartier dans lequel il n'y a pas une poubelle. Moyennant quoi, les sacs de crottes de chiens, c'est partout. Il y a d'abord de plus en plus de crottes de chiens sur les trottoirs. Ça, je remarque ça depuis quelque temps. Et enfin, quand ils sont ramassés, les gens ne savent pas où les mettre. Donc, on les fout dans le caniveau ou n'importe où. Voilà, n'importe où. Hein. Alors, il y a une rue en particulier qui place de la place du Goulet, là, où il y a une crèche. Il y a des logements sociaux. Je ne vous raconte pas, après le week-end, c'est que des canettes de bière, des canettes de toutes sortes. Enfin bref, alors, les gestions canines, ce n'est pas que les logements sociaux, voilà. Mais je vais vous répondre. Mais les poubelles de rue, ça serait important. Hein, alors, parce qu'il n'y en a pas du tout. 3 points, madame, je vais vous répondre. Voilà. La problématique des rats par rapport au ce qu'on appelle, nous, des abri-bacs sur les conteneurs de déchets alimentaires. Sincèrement, c'est très très bien fermé. On n'a jamais eu de problème. Les rats ont existé avant ces abri-bacs, ils existeront bien après. Petite anecdote qui a eu lieu il y a à peu près 1 mois. Je vous disais tout à l'heure que les abri-bacs sont... Ces bornes de déchets alimentaires, pardon, je parle un peu jargon, ces bornes de déchets alimentaires sont situées sur les marchés alimentaires. On a installé, il y a à peu près 2 ans et demi, aux extrémités du jardin alimentaire, 4 bornes de déchets alimentaires au niveau du marché convention, si vous devez visualiser, au début du métro et à la fin, côté place Charles-Valin. Bon. Attendez, j'arrive, madame, laissez-moi. Les 2 bornes qui sont situées place Charles-Valin, depuis 2 ans et demi, ça ne pose aucun souci. Alors, oui, souci de malpropreté parfois, comme partout, il n'y a pas de souci. Mais on a été alerté par le directeur de la ligne 12, parce que cette borne est située métro convention ligne 12, par le directeur ou le responsable de cette ligne de métro, qui nous disait, oui, depuis que vous avez installé ça, il y a des rats. Donc nous, on avait beau lui dire, non, c'est pas vrai. Conclusion, il y a 2 semaines, en urgence, on a un mail de Jean Castex, ancien Premier ministre, qui est actuellement président de la RATP, qui met un coup de pression à tout le monde. Et du coup, on déplace ces bornes. On déplace de quelques mètres. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez le cinéma rue Alain Chartier. Eh bien, les rats continuent à être là. Et on a déplacé ça pour rien. Les gens qui, depuis 2 ans et demi, sont habitués à venir de ce côté-ci, je ne vous raconte pas dans quel état on a mis une communication des panneaux, on a vu avec la mairie du 15e pour bien alerter que ça avait été changé de quelques mètres. Ça n'a absolument rien changé. Ces bornes de déchets alimentaires ne ramènent pas plus de rats qu'autre chose. Dans ces cas-là, on arrête les marchés alimentaires, on arrête, sincèrement, les rats, non. Deuxième problème, madame, ce qu'on appelle les poubelles de rue, qu'on appelle, nous, les CDR, les corbeilles de rue. Les corbeilles de rue. Alors, c'est un peu un petit CDR, s'il vous plaît. Les corbeilles de rue, madame. C'est vraiment schizophrénique, cette histoire de corbeilles de rue, de poubelles de rue. Parce que tous les Parisiens, quand je vous dis tout, 15e et tous les Parisiens, ils en veulent tous une, mais pas près de chez eux, pas en bas de chez eux, tous. Et en plus, voilà, j'entends, c'est normal. Donc voilà, moi j'en veux bien une, mais pas aux 50, je veux bien que mon voisin il en ait une. Donc régulièrement, on joue avec, on met, on retire, on met, on retire, on met, on retire. Ça se passe tout le temps. Et en plus, il y a des endroits où on a des techniciens, où on sait que si on en met une, ça va attirer beaucoup de dépôts sauvages. Ça c'est le cas. C'est le cas. Mais des poubelles dans votre arrondissement, madame, vous savez combien il y en a? Dans votre arrondissement, hein, 2250. 2250, c'est à peu près, une tous les 100-110 mètres. Sauf près des écoles pour des raisons, à l'époque de Vigipirate, il y en a partout. Quel que soit l'endroit où vous êtes sur un trottoir, vous devez en voir une à moins de 110 mètres. Alors peut-être qu'il y a des rues où il n'y en a pas du tout.
Mais s'il n'y en a pas du tout, sachez que c'est très certainement la demande des riverains qui ont demandé le retrait. Sur Paris, vous en avez 30 000, vous en avez plus de 2200 dans le 15e arrondissement. Après, on est toujours preneur de nouvelles solutions, mais sachez que quand ça arrive, on sait pertinemment que dans la semaine qui suit, on va avoir 15 000 retours de riverains de cette rue qui vont nous dire « vous nous enlevez ça parce que ça crée tel ou tel... Je vous assure. Mais si vous avez des propositions, si vous en voulez d'autres, il n'y a pas de souci. Je termine juste sur le 3e point de madame, après je vous laisse la parole. Les déjections canines. Effectivement, je parlais tout à l'heure de la première problématique sur les encombrants. Les déjections canines reviennent en force, effectivement. Donc là, on mène des opérations prévention-répression. À savoir, on a la possibilité de faire venir sur plusieurs rues, on en a ciblé une bonne soixantaine, des rues du 15e arrondissement où j'ai fait une extraction, j'ai fait une extraction de cette fameuse application dans ma rue où les gens nous signalent beaucoup de déjections canines dans telle et telle rue, où on a des retours de plaintes écrites, orales, par mail, en courrier papier, et du coup on a sorti à peu près 60-70 rues, où là, à partir du, je vous dis pas de bêtises, du 8 mars, vous allez avoir des éducateurs canins qui vont faire d'abord, sur une journée, dans ces rues-là, de la prévention canine, et ensuite, la police municipale qui va verbaliser. Ça, il va y avoir les deux. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, ça revient en force, les déjections canines. Qui n'a pas les mêmes horaires, monsieur? Non, du tout, monsieur. On peut faire intervenir justement nos horaires sur l'intervention de la verbalisation, mais aussi de la prévention. C'est à partir de 6h du matin. Et les propriétaires de chiens, à part s'ils sortent leur chien à 3h du mat', je ne crois pas trop. Hein. Mais le soir aussi, jusqu'à plus de 20 heures. Ça, on le fait. Et justement, les éducateurs canins et la police municipale, on les fait intervenir sur ces créneaux-là. Monsieur, comme c'est enregistré, il vous faut le micro, ouais. Je pense. Je suis désolé, madame, mais le précédent élu en charge de la propreté m'avait confirmé qu'il y avait bien une répression, mais que malheureusement les fonctionnaires ne passaient pas aux mêmes heures que les propriétaires de chiens. Voilà. Alors, ça rejoint ce que dit madame sur la rue. Attendez, vous avez beaucoup la parole, vous avez beaucoup parlé. Laissez-moi. Voilà, merci beaucoup. Et ça rejoint ce que disait madame sur la rue qui s'appelle Clément Mionnet, sur lequel il y a la fameuse crèche. Je vous promets, j'ai une fenêtre qui donne sur cette rue. Je peux vous dire tous les passages qu'il y a et le comportement des uns et des autres. Mais c'est impressionnant. Donc, et là, j'ai jamais vu 2 fonctionnaires de police. Je suis désolé. J'ai pas toutes les rues en tête sur les rues, entre guillemets, à déjection canine, mais je le note parce que ça commence, l'opération commence là, le 8 mars. Oui. On va laisser madame Taïbi répondre. Voilà. Donc là, je le rajoute à la liste des 60-70 rues, sans aucun problème, même si je parle beaucoup, je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Mais deuxième point, sur les horaires. Je vous assure, monsieur, depuis la création de la direction de la police municipale, on adapte les horaires. Parce que quel intérêt nous avons à faire venir la police de 10h à 16h? Il n'y a aucun intérêt. Là, vous avez des représentants de la police municipale qui peuvent vous confirmer que quand on les sollicite, notamment sur la thématique et la problématique des déjections canines, ils s'adaptent aux horaires et c'est à partir de 6h du matin. Et le soir, ça peut être 18h, 20h, 21h. On s'adapte. Sinon, et d'ailleurs, sur la journée, sur cette thématique des déjections canines, ce ne sera pas le cas. Je vous confirme que... Alors, vous parlez du précédent élu à la propreté? Le précédent, avant M. Jean-Yves Pinet? Qui était... Parce qu'il est là depuis 2014, quand même. Oui. On travaille conjointement avec lui et on fait ces opérations en acte avec lui. Désolé. Bon. S'il y avait des questions. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est... Attendez, on va prendre d'autres questions parce que vous avez déjà posé 2 questions. Il y a une madame là-bas au fond qui a une question. Oui, c'était juste une petite question. Si on a vraiment cerné des rues qui étaient particulièrement souillées, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une caméra, une vidéosurveillance tout de suite, ça refroidit un peu les gens, enfin les propriétaires indélicats, s'ils savent qu'ils sont filmés.
Donc, je vais laisser Monsieur Anthony Samama répondre. Si, ça aide. Ça aide pour les enquêtes de police. Pour le nombre de caméras de vidéoprotection, malheureusement, ce n'est pas un sujet qui dépend de la mairie du 15e arrondissement. Nous, on milite dans le 15e pour en multiplier par 3 le nombre dans l'arrondissement. On en a une petite centaine dans le 15e. On est convaincu avec le maire du 15e qu'il faudrait en avoir 300 pour mailler convenablement l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il y a eu une décision qui a été prise au cours de cette mandature par la maire de Paris, qui est de rajouter 64 caméras pour l'ensemble des arrondissements de Paris. Et grâce aux efforts menés par Philippe Goujon, on a réussi à avoir 6 caméras supplémentaires, 6 sites particulièrement. Dans chaque site, il y a 5 caméras, mais disons que c'est 6 points particuliers dans lesquels on aura des caméras de vidéoprotection supplémentaires. C'est évidemment une goutte d'eau, c'est epsilonesque par rapport aux besoins immenses qu'on a dans l'arrondissement en caméras de vidéoprotection. Néanmoins, on est le premier arrondissement qui en recevra le plus au cours de cette mandature. Dans les arrondissements voisins, ils en reçoivent 2, 3, 4. Donc on en reçoit plus que les autres, mais ça reste malgré tout une goutte d'eau par rapport aux besoins. Donc nous, notre combat, il continue. 6 au cours de cette mandature, avec 4 qui arrivent avant les JO et 2 après les JO. Donc c'est effectivement epsilonesque. Et notre combat, il continue pour essayer d'en avoir le plus possible. Malheureusement, on n'en aura pas d'autres d'ici la fin de la mandature. Mais vous pouvez compter sur nous pour, à partir de 2026, 20 fois sur le métier, comme on dit, continuer à nous battre et essayer d'en avoir des dizaines d'autres, parce qu'on est convaincu de l'utilité des caméras de vidéoprotection pour ce sujet, comme pour des sujets beaucoup plus graves qui ont trait au sujet de délinquance dans l'arrondissement. Merci. D'autres questions? Madame, devant. Et on passera ensuite au sujet suivant. Je fais rapide. Concernant les corbeilles de rue. Alors, moi, je promène mon chien, donc j'ai mes sachets, je ramasse. Effectivement, il m'arrive souvent de promener la crotte du chien aussi, le temps de trouver une autre poubelle. Mais honnêtement, il y en a quand même vraiment beaucoup dans le quartier. Des fois, on doit marcher un peu, mais il faut être de bonne foi, il y en a beaucoup. Je déplore juste une chose, c'est qu'il n'y a plus de couvercle. Qu'il y ait des sacs en plastique, on a vu ça avec Vigipirate, je le comprends, en plastique transparent, mais il faut absolument remettre des couvercles. Parce que quand je promène mon chien le soir tard, alors il y a des corneilles certes qui vont dedans, mais je vois des rats qui sortent des fameuses poubelles. Donc vraiment, oui, et puis des rats, nous à Ballard, on en a. Hein. Alors, il y a 2 choses sur les corbeilles de rue. C'est pour rebondir sur ce que dit ma voisine. Les corbeilles qui ne sont pas fermées et qui sont libres, les corneilles les percent ou vident l'intérieur du haut de la poubelle et les rats arrivent. Donc en fait, il faudrait des poubelles qui ne soient pas accessibles par le bas ni par le haut à un moment donné. Je laisse répondre. Et sinon, sur les déchets libres, rue Montagne de l'Espérou, vous avez les gens qui ont la flemme de descendre leurs poubelles dans le local poubelle qui est au sous-sol. Ils les déposent à côté des corbeilles de rue. Donc forcément, si vous passez en balade avec votre chien, le chien, il a envie que d'une chose, c'est d'aller jouer avec la poubelle, même si vous le retenez. Et il y a les rats qui arrivent d'autant plus. Donc en fait, ça prolifère dans le parc. Et là, je suis désolée, mais que ce soit les crottes, les canettes, les déchets alimentaires, voire les crottes humaines, c'est pas les chiens qui sont dégueulasses, ce sont les Parisiens ou les Français. Donc l'éducation doit remonter à la base de tout le monde, les déchets sauvages, parce que les crottes, c'est un épiphénomène sur les déchets qui traînent dans la rue. Et après, il y a des problèmes aussi tellement plus graves avec des bandes de jeunes qui se droguent dans le parking. On va juste se contenter de la première question, parce que là, vous allez sur un autre sujet qui n'est pas le sujet du jour. Et non, on va clôturer. On va clôturer. Vous avez posé vos remarques et vos questions. Madame Taïbi, je vous laisse répondre. Sur l'histoire des couvercles, aujourd'hui déjà, toutes ces poubelles, c'est de plus de 2250 poubelles du 15e arrondissement, ne sont pas complètement utilisées. Et imaginez s'il y a encore un effort à faire sur le couvercle. À mon avis, ça le ferait pas. Il y a effectivement ce problème de corneilles qu'on trouve énormément dans les parcs jardins. Ça arrive beaucoup. Et aussi, où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on a beaucoup de gens, pas que du côté de Montagne de l'Espérou, qui ont un petit peu la flemme de déposer leur sac. Et ça, par contre, effectivement, ça attire les rats. Ça, c'est verbalisable. La police municipale fait ce qu'elle peut, parce que bien évidemment, il faut les attraper en flagrant délit. Et ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a partout. Et dès qu'un sac qui devrait être dans le local se retrouve dans cette corbeille de rue, la corbeille de rue est pleine. Oui.
Merci. On va clôturer. Alors, je termine juste sur la distribution des... C'est pour la caméra. Dernière question. Voilà. Sur la question de madame, c'est pourquoi à Paris, il n'y a pas des distributeurs de sacs pour déjections canines. Voilà. Oui, je fais une première partie, et après je vous laisse. Voilà. Et comme ça sera la transition. C'était le cas il y a une vingtaine d'années. Il y avait des boîtiers de distributeurs de sacs de déjections canines. 2 raisons pour lesquelles on les a retirés. La première, c'est que dès qu'on achalandait, alors pour le coup c'était la mairie de Paris qui achalandait ces boîtiers avec des dizaines et des dizaines de sacs. Le premier propriétaire, maître chien, enfin propriétaire de chien, prenait tout. Ça c'est une première raison. Et la deuxième raison, à un moment donné, vous avez décidé, vous Parisiens, d'avoir un chien, vous le soignez, vous ramassez sa déjection canine, voilà. Donc ça, Monsieur Racapé va compléter ma réponse. Merci. Effectivement, sur les déjections canines et sur les sacs, ça a été une volonté, j'ai plus l'année exacte en tête, mais c'est dans le courant de début des années 2010. Ça a été une volonté de la mairie de Paris de supprimer les sacs et les distributeurs. À titre personnel, j'ai entendu vos arguments. À titre personnel, je pense que ce serait très bien d'en remettre, mais... Je suis totalement d'accord. Enfin, je crois qu'en plus le sujet est tout trouvé pour le sujet d'après. Enfin, la transition est trouvée pour le sujet d'après, mais voilà. Merci. On va du coup clôturer ce sujet. Merci beaucoup, Madame Taibi, d'être venue et de nous avoir éclairé sur le sujet. Donc, effectivement, on accueille Laurent Racapé, adjoint au maire du 15e, chargé de la végétalisation de l'espace public, de la nature, de la préservation de la biodiversité, de la condition animale, du développement durable et de l'environnement, pour nous parler d'un sujet d'actualité qui est le Canipark au parc André Citroën. Je vous laisse la parole. Alors, quand c'est bon, je passe. Ouais, là. Okay. Bonjour à tous. Donc Laurent Racapé. Il a été inscrit à l'ordre du jour de ce conseil de quartier le Canipark qui se trouve rue de la Montagne de l'Espérou. Donc je vais essayer de vous donner quelques informations et puis je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura des questions après parce que les caniparks, c'est toujours un sujet, je dirais, complexe qui concerne les Parisiens, mais il y a, on ne va pas se mentir, et je doute que ce sera pareil dans ce conseil de quartier, il y a les pros, il y a les anti. Voilà, juste vous donner quelques informations. Donc le Canipark se situe rue de la Montagne de l'Espérou. En fait, ce n'est pas la création d'un canipark, c'est je dirais la sécurisation d'un terrain qui était déjà dédié aux chiens. Depuis presque la création du parc. Pour preuve, justement, vous avez très longtemps pu voir, et d'ailleurs je crois qu'il est encore là, le fameux boîtier pour les sacs à crottes, voilà, qui est vide depuis un certain nombre d'années, mais donc cet espace était un espace déjà dédié aux chiens. Donc il a été sécurisé sur la fin d'année 2023 et début 2023. 24, pardon, excusez-moi. Le temps passe vite. À Paris, il y a à peu près 100 000 chiens. Il y a 100 000 chiens, donc autant de propriétaires. Il faut savoir qu'il y a une vraie demande. Aucun emplacement est idéal. Il y a toujours des problèmes. Dans une ville, le but, c'est que tout le monde arrive à cohabiter et à vivre ensemble. J'y reviendrai après parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura certainement des remarques et des questions. Juste référencer un petit peu les différents endroits où les espaces verts sont autorisés aux chiens dans le 15e arrondissement. Alors, pareil, on verra pour que ce soit donné aux conseillers de quartier éventuellement. Oui, alors je vais vous les lire, ça va prendre quelques... Alors, il y a la promenade de l'avenue de Breteuil. Voilà, bon, très bien. Il y a un certain nombre d'espaces où tous, pour la plupart, étaient des espaces et sont des espaces où les chiens sont autorisés, tenus en laisse.
Il y a une expérimentation qui est faite au square Sarah Bézol. Pardon, excusez-moi. Donc il y a une expérimentation qui est faite depuis quelques mois au square Sarah Bézol. Et on a un premier canipark. En fait, il y avait une allée aux chiens. Enfin, il y a une allée aux chiens au parc Brassens qui n'était pas totalement un canipark, mais plus un espace canin, car il n'y avait pas de porte de sécurité aux extrémités. Il y a maintenant des portes depuis l'automne de l'année dernière, donc c'est devenu un vrai canipark. Et donc il y a rue de la Montagne de l'Espérou, cet espace dont je parlais, qui a été sécurisé. Donc il y a aujourd'hui 2 espaces. L'allée aux chiens au parc Brassens et Montagne de l'Espérou, où les chiens peuvent être promenés sans être tenus en laisse et être lâchés, des espaces sécurisés. Quand je dis sécurisé, j'y reviendrai par la suite, mais c'est à la fois sécurisé pour les chiens, qu'ils évitent de traverser la rue, mais c'est aussi sécurisé pour les riverains. Parce qu'un chien qui est lâché, excusez-moi, j'ai une extinction de voix, un chien qui est lâché, ça peut aller dans les jambes d'une personne, j'allais dire d'une personne âgée, pas forcément, ça peut aller et faire trébucher la personne et on peut arriver sur un accident. Ça peut aussi, un chien qui est lâché et quand l'espace n'est pas sécurisé, ça peut, un chien est un être vivant évidemment, donc il peut avoir peur d'un enfant qui a envie de jouer, l'enfant qui n'a pas d'intention négative, mais il peut mordre. Là au moins, j'insiste bien là-dessus, l'espace est sécurisé pour les chiens, mais c'est aussi sécurisé pour les riverains. C'est important de le souligner. En ce qui concerne plus particulièrement le sujet qui nous intéresse, donc la rue de la Montagne de l'Espérou, en fait, les travaux ont commencé en novembre et se sont terminés il y a un petit peu plus d'1 mois, avec notamment la porte qui a mis un petit peu plus de temps que prévu à arriver, et notamment le sas de sécurité. Pourquoi un sas de sécurité? Tout simplement éviter que un propriétaire de chien rentre avec un chien et qu'un autre se sauve. Donc il y a un sas. Voilà. L'espace fait 750 mètres carrés. Certains diront que c'est grand, d'autres diront que c'est pas assez. Toujours le même sujet. Pareil, un chien a besoin de courir, donc on peut pas faire des caniparks sur des espaces qui font 20 ou 30 mètres carrés. Voilà. C'est un espace qui répond évidemment à une charte qui est commune à tous les parcs canins. Donc je ne sais pas si de loin vous arrivez. Alors cette charte est affichée à l'entrée du canipark. Merci. Oui. Merci pour cette intervention, Raymond. Et d'autre part, il y a l'étude. Alors les propriétaires de chiens qui utilisent ce canipark nous ont donné une affiche, preuve qu'ils souhaitent aussi que tout se passe pour le mieux vis-à-vis des riverains. Ils ont travaillé sur une affiche qu'on a transmise au service, voir si on pouvait l'afficher d'un point de vue juridique, s'il n'y a rien qui contredit, parce qu'il y a différents éléments, et on ne voudrait pas qu'il y ait des points qui contredisent la charte des espaces canins. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. De toute façon, cette charte, vous pouvez la retrouver évidemment sur Internet. Voilà. Merci. Je vais peut-être redire. Oui, je tire les grands axes. Oui. Bon, je vais... Hop. Et je n'arrive plus à... Je vais vous les lire. Donc, il est demandé aux propriétaires de s'assurer que les chiens sont bien vaccinés. Entrer dans l'espace avec un chien qui est calme, sachant que là aussi c'est comme un chien, c'est comme un enfant, on peut pas, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, on viendra aux remarques. Je vois qu'il y en a et qui voilà. Qu'il n'y ait pas un trop grand regroupement de chiens. Là, l'avantage aussi d'avoir fait un espace de 750 mètres carrés, c'est que les chiens ont de l'espace et ne sont pas tous regroupés au même endroit. Comment ? Oui, j'y suis même passé tout à l'heure. Effectivement, des chiens, ça joue entre eux, donc ils se regroupent. Mais ce que je veux dire, on viendra après aux questions, si vous voulez. Je continue.
Voilà, donc enfin, ne pas donner évidemment à manger aux chiens dans le canipark, tout simplement pour éviter ce qui peut arriver, que des chiens se battent pour de la nourriture. Voilà, il y a différents éléments. Enfin voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site, sur Internet. Merci, Monsieur Racapé. On va prendre les questions déjà du conseil de quartier et je donnerai les questions de la salle ensuite. S'il n'y en a pas ici, on va prendre les questions de la salle. Ah, Madame Guéroux, pardon. Merci, Monsieur Racapé. On essaie de faire court comme il y a pas mal de questions dans la salle. Oui, merci. Déjà, je voudrais dire que ce parc canin était vraiment attendu dans le 15e, particulièrement depuis longtemps. Donc, je remercie. Enfin, ça a fait beaucoup d'heureux, mais apparemment, ça a aussi fait des gens pas contents. Alors ça, c'est... Voilà. Donc, ma question, qui vient de personnes qui habitent mon immeuble, est de savoir s'il est vrai qu'une pétition tourne pour la fermeture de ce parc. Voilà, alors j'ai tout de suite compris que les personnes qui étaient là étaient celles de la pétition. Donc c'est bien pour ça que je voulais désamorcer la question et dire que voilà, ce parc était attendu, il a rendu beaucoup de personnes heureuses. Maintenant, je vous laisse. Merci. Ouais. Merci. Doucement. On va prendre la question de monsieur au premier rang et ensuite de madame avec la doudoune. Oui, bonjour. Donc, j'habite l'immeuble qui est en face du Canipark depuis 1993, donc depuis 31 ans. Donc, j'ai suivi toute la vie de cet espace dédié aux chiens. Et jusqu'à présent, ça ne m'avait posé aucun problème, même si le spectacle n'est pas le plus réjouissant, mais ça ne m'avait jamais posé aucun problème. Depuis que ce Canipark est sécurisé, comme vous dites, les nuisances sonores sont terribles. Donc ça commence à 7 h du matin, nous sommes réveillés par les aboiements des chiens. Ça se poursuit au long de la journée et ça s'arrête vers 22h30, 23h. En été, je ne sais pas à quelle heure ça s'arrêtera. Donc les nuisances sont considérables. Les chiens peuvent aboyer pendant des dizaines de minutes sans discontinuer. Donc parfois, il y a une dizaine de chiens qui jouent et qui aboient. Alors, c'est pas tous les chiens, hein. Il y en a qui sont très bien éduqués, voilà. Et puis moi, je peux vous dire juste ce que j'observe et ce que je vis. Ce sont des aboiements donc incessants. Ça peut durer une demi-heure, je vous dis non-stop, et puis recommencer une demi-heure plus tard. Donc moi, j'y vis, j'essaye d'y dormir. Je suis réveillé par les chiens. Le soir, je peux pas m'endormir. Et quand je télétravaille 2 jours par semaine, ça me perturbe de mon travail. Ma compagne, qui télétravaille également, avant-hier soir, au dîner, elle a éclaté en sanglots et elle m'a dit « Je ne peux plus vivre dans cet appartement ». Donc là, elle est partie. J'espère qu'elle va revenir demain. Mais c'est pour vous dire... C'est pour vous dire ce que nous vivons et à quel point c'est insupportable. Donc, ma question, c'est pouvez-vous envisager, s'il vous plaît, le déplacement? Je comprends. Alors, moi, je vois bien qu'en effet, les chiens sont très heureux et je comprends que ça correspond à une demande et je peux témoigner que les chiens sont très heureux et que les propriétaires aussi sont très heureux. C'est très bien. Mais pouvez-vous, s'il vous plaît, déplacer ce canipark et le mettre à un endroit qui est éloigné des habitations? Moi, j'habite à 20 mètres, donc voilà. On va prendre les autres réactions. Donc la question, c'est pouvez-vous, s'il vous plaît, déplacer ce canipark qui est insupportable, insupportable. Donc on prend la question de Madame déjà, voilà. Et n'hésitez pas à lever la main ensuite. Moi, c'est pas vraiment une question, je suis à 12 mètres de vous à peu près là. Vous avez entendu le petit garçon qui a fait du bruit tout à l'heure? Il pleure, c'est normal. C'est 90 décibels. Un chien qui aboie, c'est 90 décibels. Sauf que le petit garçon, il s'est arrêté. Le chien, il aboie. Il y en a un autre qui revient, un autre qui revient. 10 mètres, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas dormir. Et moi, j'habite pas juste à côté, hein. J'habite derrière, mais je donne sur la copro. Donc il y a un moment de temps, les chiens sont contents. J'ai rien contre les chiens. J'ai grandi avec des chiens. Je pense qu'il faut des espaces à chiens, mais on ne peut pas les mettre à 12 mètres d'une fenêtre.
C'est pas possible. On ne peut pas empêcher les enfants de madame de dormir. On ne peut pas empêcher monsieur de télétravailler. Moi, tous les dimanches matins, j'y vais à 7h30 et je leur dis « mais c'est pas possible ». Et ils me disent « oh ben madame, hein, faut vous y habituer ». Moi, je bosse 70 heures par semaine. Le samedi soir, je sors. Le dimanche matin, j'ai envie de dormir. Et je ne vois pas pourquoi, moi qui ai payé mon appartement pour être dans un quartier calme du fond du 15e, parce que si j'avais voulu du bruit, c'est pas là que j'aurais été, hein, on est d'accord. Donc dans un quartier calme, pourquoi on le met devant les fenêtres? Je dis pas que c'est pas inenvisageable d'avoir un espace canin, que les chiens sont bien. Je dis juste que le dimanche, pourrait faire un effort pour aller au Bois de Boulogne, à l'île Saint-Germain. Moi, quand mes gamins ils ont des compétitions de volley à l'autre bout de la banlieue, je ne leur dis pas « ah ben vous débrouillez, je les emmène ». Donc les chiens, c'est comme les enfants, on s'en occupe. Et moi, je ne vois pas pourquoi tous les copropriétaires devraient subir la nuisance de chiens. Quand on installe un chenil, c'est 50 mètres pour qu'il y ait moins de 9 chiens. Plus de 9 chiens, c'est 100 mètres. On est à 12 mètres. L'autre jour, il y avait 18 chiens et 18 mètres dans l'espace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 18 chiens. Alors effectivement, moi je suis venue, il y a des gens qui m'ont dit « on est désolé madame, on comprend, on va mettre des affichettes ». Monsieur, très sympathique. Personne à côté, mais on n'en a rien à faire, c'est votre problème. Et on en parle des déjections de cabines qui sont jetées sur la voie publique, qui sont jetées dans le parc. La poubelle qui est en face, c'est pas une litière en fait, quoi. Il y a des fenêtres juste devant. Donc moi, je comprends pas, c'est pas admissible. Monsieur ne répond pas aux emails. Ce n'est pas admissible que l'on ait cette nuisance. L'intérêt du parc, je suis d'accord. La nuisance, moi, je ne peux pas me réveiller à 7h30 le dimanche parce qu'il y a des propriétaires qui baladent leurs chiens, les chiens aboient, et les propriétaires ne disent rien. Enfin... Merci beaucoup. Madame, allez-y. Je voulais juste confirmer tout ce que vient de dire Madame. Je veux aussi insister sur le fait que pendant plus de 30 ans, parce que moi aussi je suis là depuis le début, depuis plus de 30 ans, on n'a jamais eu de problème avec les gens qui étaient avec leurs chiens. Parce que les chiens étaient tenus en laisse. Les gens ne restaient pas très longtemps. Les chiens faisaient juste leurs besoins et ils partaient. Là, les gens s'installent, discutent, s'occupent pas de savoir si le chien aboie ou pas. C'est pas un problème. En plus, on n'a eu aucune concertation, nous, en tant que riverains, pour savoir si on était d'accord ou pas. Il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a eu quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, on a ça. Et c'est vrai que la vie, pour les gens qui vivent ou les gens qui sont en télétravail, c'est impossible. Je demande aux gens, moi, qui sont loin et qui disent « ah, mais c'est pas bien du tout d'être comme ça », venez passer une après-midi avec nous. Venez voir ce qu'on supporte. Dimanche dernier, ça n'a pas arrêté. Donc, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas travailler. Tout le monde... Alors, les chiens, ils sont très contents, je suis d'accord, ils courent partout. Et comme dit madame, parfois, il y en a 12, 18. Vous vous rendez compte ce que c'est que des chiens qui aboient? Parce qu'en plus, si vous en avez 3 qui aboient, les autres s'y mettent aussi. Donc, c'est pas possible. Merci. Une autre remarque? Oui, madame au fond, et ensuite monsieur là-bas. Oui, ça vient peut-être du fait que c'est un grand espace. Là, vous parlez de 750 mètres carrés. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du square Réjeanne, je ne sais pas si vous connaissez le square Réjeanne, c'est dans le 20e arrondissement, sur le cours de Vincennes. Il y a un square et vous avez, ils appellent ça des espaces canins. Il y en a 2 de chaque côté et c'est petit, c'est pas très grand. Et en fait, ça se passe très bien. Peut-être, c'est pour ça que je me pose la question en disant, ça vient peut-être de la taille. Donc effectivement, 18 chiens, mais c'est pas humain d'entendre ça. Alors que des petits espaces canins qui sont dans les squares, donc qui sont formés et fermés aux horaires des squares, et ça se passe bien. Donc, Merci. On prend la remarque de monsieur déjà qui a levé la main. Bonjour. Alors moi j'habite dans le même immeuble que tous mes voisins. J'ai un chien et en fait je suis un petit peu surpris parce que on est exactement dans le même immeuble, on a les mêmes fenêtres. Et moi, je suis infirmier de nuit, donc je dors la journée, et j'ai jamais... Alors oui, il y a des bruits, mais il y a des bruits comme quand il y a un scooter qui pétarade dans la rue. Non, mais quand... Alors, attendez, pas d'invective. Tout le monde a pu s'exprimer. Les anti ont pu s'exprimer, les personnes qui... Enfin, tout le monde a le droit, ça sert à rien de... Moi, quand vous dites que de 7h30 à 10h, où j'ai entendu une fois, je ne sais plus qui disait de 5h du matin jusqu'à midi... C'est pas vrai. On laisse monsieur s'exprimer. Il y a des voisines qui m'ont attrapé en bas de l'immeuble pour me faire... Voilà. Donc,
je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bruit, mais si vous commencez à raconter des choses qui ne sont pas réelles, et si elles le sont, dans ces cas-là, enregistrez-les. Mais c'est pas vrai. Mais dire qu'il y a des sessions comme ça de plusieurs demi-heures qui s'enchaînent, que les chiens arrivent les uns après les autres pour hurler, c'est un mensonge. Attendez, écoutez, on habite au même endroit et moi je les entends pas. S'il vous plaît, que tout le monde puisse s'exprimer. Le but, on sait très bien que c'est un sujet qui est compliqué. Le but, c'est que tout le monde puisse s'exprimer sans se couper la parole. Mais il y a une question au premier rang, au deuxième aussi. Non, d'abord madame, au deuxième rang, qui levait la main depuis tout à l'heure. Oui, bonjour. Alors, déjà, et j'entends complètement que ce soit une nuisance. Maintenant, j'ai quand même assisté à une scène qui était particulièrement drôle. Il y avait des gens derrière leur fenêtre. Il y a eu un chien qui a fait un aboiement. Il y avait déjà une personne sur le balcon à dire « Pouvez-vous le faire taire ?» Un aboiement. C'est-à-dire que vous êtes déjà derrière à attendre la moindre... Et je l'entends... Non, c'était le matin. Non, c'est bon. Bref, par contre, pour finir sur l'histoire des parcs, effectivement, il y a beaucoup de grands parcs à Paris, des parcs canins qui ont des grands espaces. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce retour-là des riverains, notamment le parc Sainte-Périne, dans le 16e. C'est un parc qui existe depuis longtemps. Il est assez grand. Les chiens peuvent courir. On n'est pas sur des petits espaces, parce qu'effectivement, les espaces canins sont nécessaires pour les chiens. On est désolé d'avoir décidé dans nos vies de prendre des chiens. Maintenant, ce sont des animaux, et ils ont droit aussi à avoir leur propre espace pour eux. Ah, il marche, ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai que la question serait pourquoi ne pas déplacer ce parc ? Parce qu'on peut entendre vos nuisances, et nous aussi, on a envie quand même de ce parc. La question est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer tout simplement ou faire un espace dans le parc André Citroën ? Parce qu'effectivement, nous aussi, on est d'accord, et on n'a pas envie de vivre avec ce genre de stress, de se dire est-ce qu'on ne va pas se prendre nous aussi une réflexion ? Est-ce qu'on ne va pas nous aussi se prendre quelque chose dans la tête ? Est-ce qu'on ne va pas avoir une insulte ? Parce que vous aussi, vous n'êtes pas forcément très respectueux de nous, et surtout quand nos propres chiens ne font rien en fait. Ils sont juste en train de jouer. On va laisser Monsieur Racapé répondre, réagir. Alors répondre. Vous dire que je m'y attendais un petit peu en venant. Il y a un véritable besoin, je le disais, en ce qui concerne les problèmes. On est au début, ça fait un peu plus d'un mois et demi que le Canipark est terminé, même moins vu qu'avant il n'y avait pas le SAS. Je pense effectivement, je ne sais plus qui l'a dit, qu'il y a une minorité de chiens qui créent des problèmes. C'est comme très souvent, il y a une minorité. Le problème, c'est que cette minorité, je dirais, stigmatise les propriétaires de chiens qui font attention et pour vous, alors il s'avère que ce côté-là est plutôt pro et ce côté-là plutôt anti. Et pour vous, c'est cette minorité qui pose un vrai problème. Les espaces canins, il y en aura de plus en plus dans les villes. C'est une réalité. Depuis le Covid, le nombre de chiens a été multiplié à Paris, dans le 15e, partout en France. C'est une réalité. En revanche, le but est que ça se passe au mieux. On est au tout début du process. Je crois que l'immense majorité des propriétaires de chiens, donc là je me tourne plutôt de ce côté-là, est satisfait d'avoir cet espace. Encore une fois, il y avait une véritable demande, et que la grande majorité va faire tout son possible pour qu'il n'y ait pas de problème ou qu'il y ait un minimum de nuisances. Ça, j'en suis persuadé pour avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux. Ils sont très conscients de la chance d'avoir ce Canipark. Néanmoins, en ce qui concerne la minorité, je dirais, on a parlé tout à l'heure des éducateurs canins. Il est évident que l'on va faire venir les éducateurs canins de la ville sur ce Canipark. Le côté... alors attendez, j'y viens. Je vous ai laissé terminer, monsieur. Chacun s'écoute, ça sera beaucoup plus constructif et on essaiera ensemble que tout se passe mieux. Oui, alors, donc je continue. En ce qui concerne donc les éducateurs canins, nous allons les faire venir. Il y a le côté prévention, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son nom, la personne qui était là, Madame Taïbi, disait ensuite la police. Effectivement, pour voilà, voir ce qu'il est possible de faire, éventuellement dire aux gens d'arrêter, enfin...
Mon collègue Anthony Samama voudra peut-être prendre la parole là, parce qu'il est aussi indirectement concerné, même si c'est moins les parcs et jardins. Mais le but, c'est faire de la prévention et, dans une certaine mesure après, faire de la répression. Comment ? Alors, moi, je ne dis pas qui a tort, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Alors, la diplomatie, et je ne sais pas si c'est vous, ou pas, il m'a été rapporté, il y a certainement des torts des deux côtés, parce que, encore une fois, je suis persuadé qu'il y a des propriétaires de chiens qui sont minoritaires, mais qui laissent les chiens faire à peu près tout, alors que la grande majorité a bien conscience de la chance d'avoir ce canipark. Je ne dis pas que c'est vous ou pas vous, je ne sais pas. En tout cas, il m'a été rapporté par plusieurs personnes qui n'avaient pas pu se concerter, que certaines personnes, certains riverains descendent et ne sont absolument pas diplomates, descendent avec un téléphone pour filmer les propriétaires de chiens, leur mettre sous le nez en disant voilà. C'est pas, je dis pas que c'est vous, madame, mais forcément, quand un propriétaire de chien, a eu cette expérience la veille de quelqu'un qui vient, qui lui met un téléphone sous le nez en le filmant, en sachant pas où va aller cette vidéo. Une autre personne vient le lendemain, la discussion est rompue. Je pense qu'il faut que tout le monde... Enfin, il y a suffisamment de sujets... Sans micro, en plus, je vous entends pas. On va laisser la parole à M. Samama. Anthony Samama, qui s'occupe de la sécurité. Oui, juste un mot par rapport à cette affaire. Effectivement, mon travail, c'est de faire respecter la tranquillité publique. Donc, je peux vous dire, madame, que j'ai bien reçu votre mail, que j'y suis sensible, effectivement, qu'il y a malgré tout des arbitrages à faire. Vous l'avez vu, la salle est divisée, et donc que la tranquillité publique doit être mise en balance d'autres intérêts qu'on entend là aussi. Que moi, effectivement, ma conviction, c'est que là, il y a manifestement un problème qui s'exprime à travers vous, à travers d'autres habitants, qu'on fera le maximum de ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'y répondre. Est-ce qu'y répondre, ça veut dire déplacer le parc? Je ne sais pas si c'est faisable. Quand j'ai reçu votre mail, pour tout vous dire, madame, j'ai appelé le maire, on en a discuté. Il y a une réunion qui est prévue avec Laurent prochainement. On va essayer de voir ce qui est faisable. Là, aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas se douter des nuisances et de l'ampleur qu'elles ont pour vous aujourd'hui. Donc, on entend votre parole, on entend votre colère. Elle est sans doute légitime, elle a des raisons de s'exprimer. On va essayer de voir maintenant ce qui sera possible de faire. Est-ce que c'est déplacer le parc? Si on peut le faire, évidemment, on le fera. On n'a aucun intérêt de laisser des habitants comme vous dans l'insatisfaction avec l'impossibilité pour vous, monsieur, de travailler, de télétravailler. Évidemment, ça n'arrange personne. Donc on va essayer de trouver les meilleures solutions. C'est peut-être ça. Peut-être que je ne veux pas vous promettre quelque chose qu'on ne sera peut-être pas capable de faire. Peut-être qu'on ne sera pas capable de faire ça. Donc ce sera sans doute d'autres mesures, peut-être des mesures de prévention, des mesures avec la police municipale, des passages pour essayer de venir le plus possible et dresser des contraventions pour faire changer les comportements de ceux qui se comportent mal, de la petite minorité en question. Donc on fera le nécessaire par rapport à la problématique que vous soulevez aujourd'hui. Évidemment, on est sensible à la proximité qu'il y a entre le parc canin aujourd'hui et vos habitations, j'en ai bien conscience. Maintenant, comment ? Oui, j'entends. J'ai bien le chiffre de madame en tête, effectivement. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on en parlera la semaine prochaine avec monsieur le maire et avec Laurent Racapé, qu'on va essayer de regarder avec les services, parce qu'il y a des études techniques aussi derrière tout ça, c'est pas une décision qui tombe comme ça. Donc on va essayer de voir avec les services techniques ce qu'on est capable de faire, et à partir de là, on reviendra vers vous pour vous donner une réponse construite, argumentée, et avec des actions derrière qu'on pourra activer pour essayer d'améliorer la situation. Voilà ce qu'on peut Merci. vous dire. Attendez, on va prendre les questions de la salle. Il reste moins de 10 minutes, donc essayez de faire concis. Je vais prendre le maximum de questions, mais essayez d'être concis. Madame au premier rang, madame derrière et monsieur après. Alors, avant le canipark, on était au Parc Blanc. Nous, on était un groupe de 15 personnes. Les chiens se connaissent après le Covid dans l'ensemble. Les chiens ont explosé après le Covid. Moi, j'ai une chienne qui a 13 ans. Et j'en ai une qui a 6 ans et j'en ai une qui a 3 ans. Oui, on a 3 chiens. Et on vivait très bien à Paris. De ce groupe, on a fait un groupe WhatsApp. Quand le canipark est arrivé, on a essayé de récupérer tous les numéros de téléphone pour diffuser de l'information positive, de prévenir, de faire de l'éducation, d'être vigilant. Parce qu'il y a ceux qui se baladent à 7h, à 7h30. En gros, la balade du matin ou la balade du soir, on y est une demi-heure. On se connaît depuis 3 ans et on se donne des bons conseils.
Et généralement, on ramasse nos crottes, voire des crottes anonymes. Et nous aussi, on est très agacés de ceux qui ne ramassent pas les crottes. Moi, j'ai fait des campagnes d'affichage entre les deux parcs, parce que je trouvais ça intolérable que des enfants ou le week-end, il y ait des crottes de chiens qui soient là. Et donc, oui, c'est nécessaire de verbaliser pour tout. Et alors, ce canipark, nous, on est passé de 15 à 62 propriétaires de chiens dans ce groupe WhatsApp. Et je pense qu'on n'identifie même pas la totalité des gens qui viennent dans ce parc. Parce qu'avant, les gens du 15e, ils allaient à Sainte-Périne. Aujourd'hui, la proximité, c'est sympa. C'est des moments de jeu, c'est des moments de convivialité intergénérationnelle, parce qu'on se connaît, on diffuse l'information, on va boire des cafés ensemble. Enfin, c'est une grosse communauté très sympathique. Donc les chiens qui aboient en permanence, les nouveaux chiens qui aboient pendant une demi-heure, ils nous portent préjudice à nous aussi. Et il faut savoir que c'est comme une cour de récréation. Vous lâchez votre chien, il a envie de courir, il a envie de voir ses copains, il aboie un peu. Vous avez des chiens régulateurs qui, dès qu'il y a des chiens qui se font un peu courir, monter dessus, faire les fous, vous avez un chien qui aboie pour leur dire d'arrêter. C'est dans leur gène de faire ça. Moi, j'ai une chienne qui est régulatrice et qui va engueuler les autres chiens. Donc, je la attrape, je la remets en laisse. Et si elle n'arrête pas d'aboyer, je la sors du parc. Et c'est les conseils qu'on donne à tous les propriétaires de chiens. Il y en a même qui ne viennent pas quand il y a trop de chiens. Donc, il y a une autorégulation qui se fait. Mais effectivement, il y a quelques propriétaires de chiens. Nous, on a identifié un Malinois qui n'est pas éduqué, qui est dans les mains d'un jeune homme, qui va se faire déborder par son chien, et ce sera la pire chose pour lui, parce qu'au lieu d'être le meilleur ami de sa vie, ça va être une galère pour lui et pour tout son entourage. On va prendre une... Parce que son chien sera pas Je vous laisse éduqué. clôturer et conclure. Mais nous, on est pour les contraventions, ça nous aidera. Merci. Madame au fond. C'était simplement une question. Qui a eu l'idée de mettre l'espace canin ici? Est-ce qu'il y a une concertation, une étude avant? Parce que quand c'est quelque chose qui chamboule un petit peu la vie de pas mal d'habitants, ça vient de qui? La mairie du 15e, de Paris, des habitants? Le canipark, comme je le disais, donc c'est un espace qui a été sécurisé, donc il existe déjà depuis. Enfin, il y avait un espace. Il y a le fait. Alors, s'il vous plaît. On arrivait presque à un consensus, voilà, enfin tout le monde. Et il y a eu des demandes, et encore une fois, c'est vrai que trouver des endroits dans une ville comme Paris, c'est un casse-tête. On va pas se mentir. Oui, mais ça peut pas être sur de la pierre. Vous vouliez les faire. En tout cas, voilà. J'ai pas entendu, excusez-moi. Alors, de toute façon, il y aura dans d'autres endroits aussi des caniparks ailleurs dans le 15e arrondissement. Donc, il y aura aussi moins de chiens qui viendront à cet endroit-là. Si, c'est une réalité. Plus il y en a. Mais après, madame, ne dites pas non alors que j'ai même pas terminé ma phrase. Je pense que le but, on est tous d'accord pour travailler ensemble. Madame, qui donc est propriétaire de chiens, enfin, je pense que tout le monde montre de la bonne volonté. On va regarder ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, il y aura de la prévention, il y aura oui. Là, ça fait un mois et demi. Vous voyez, il y a aussi les propriétaires de chiens qui se mobilisent pour essayer de faire respecter les règles. Sans le micro, ça sert à rien, ça fait juste un brouhaha et c'est voilà. Donc, les propriétaires de chiens montrent la majorité qu'ils veulent que ça se passe bien. On peut aussi faire confiance et je pense qu'en ville, tout le monde peut essayer de cohabiter. Il y aura certainement des ajustements. Ça, c'est une évidence. Il y aura des ajustements à faire. Mais je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et que ça se passe bien et que les propriétaires et les non-propriétaires arrêtent de s'invectiver. Merci. On prend la dernière remarque de monsieur au fond qui avait levé la main, s'il est encore là. Non. Voilà. Bon, on va conclure. Non, madame devant avec le chien. Alors, moi, c'est une question.
Puis une remarque. Déjà, vous voyez qu'il y a un chien dans la pièce là, il n'a pas aboyé. Donc voilà. Pour dire que il y avait, quand je suis arrivée dans le quartier, on m'avait raconté que André Citroën, quand il a fait la vente des terrains, il avait précisé qu'il fallait qu'il y avait des zones pour les chiens. Donc voilà. Alors, je n'ai pas accès à cette information-là de ce qui avait été prévu. Je peux pas, merci. Je suis pas on va conclure parce qu'il est 21h, il faut qu'on libère la salle. Donc merci à tous d'être venus. Vous avez les contacts de Monsieur Rakapé, Monsieur Samama, qui ont la réunion la semaine prochaine et qui pourront peut-être éclairer sur ce sujet. La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu avant l'été. La date n'est pas encore fixée. Et merci à tous, au conseil de quartier et à vous d'être venus. C'est sur le site de la ville de Paris, de la mairie du 15e, et sur les réseaux sociaux de la mairie.